vrai plaisir de t'avoir ici. Martin, tu es concepteur sonore professionnel depuis la fin des années 90, on va revenir là-dessus. On t'accueille déjà comme concepteur sonore pour ta carrière professionnelle, mais aussi dans le cadre de notre cycle cinématographique et télévisuel sur Jean-Marc Vallée, qui a commencé depuis à peu près un an. On a reçu un certain nombre d'invités jusqu'ici, comme Pierre Évin, Yves Bélanger. Aujourd'hui, on va parler avec toi donc de l'approche sonore des films de Jean-Marc Vallée, de ta carrière et de ton évolution personnelle, et puis aussi à la fin un petit peu de ton actualité. Et merci d'être venu déjà. Et puis, je pense qu'on va commencer, on va être un petit peu chronologique, donc de manière assez classique. Je vais commencer par te parler, peut-être de te demander comment tu es arrivé à l'idée de devenir concepteur sonore. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire ce métier? Je crois que, avant de parler de la rencontre avec Jean-Marc, ou peut-être en même temps, quand on a discuté préalablement, tu m'as justement parlé de l'Université de Montréal, tu m'as parlé de manière générale de l'importance des études cinématographiques qui t'ont lancé un petit peu dans ce bain-là. Est-ce que ça te va si on commence par ça? Ben oui, certain. Alors, toi, tu as suivi des cours avec André Gaudreault, avec Paul Warren à l'Université de Laval. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que ça t'a apporté, quelle idée ça t'a apporté? Tu me disais que Paul Warren t'a sensibilisé aux grands cinéastes américains, italiens aussi. Tu me parlais de... Ouais. Parle-nous un petit peu de ça. Bien, moi, en tout cas, dans un premier temps, je dirais que ce qui m'a d'abord donné une certaine piqûre par rapport au cinéma, c'est Pierre Perrou. Okay. Ça a été un peu malgré moi, parce que j'avais 15 ans à l'époque, mais mon père s'était fait inviter à participer à un film de Pierre Perrou qui s'appelle La Grande Allure. Puis lui, il voulait y aller, mais seulement si moi, je faisais partie de l'aventure. Il avait dit à Pierre Perrou, ben je vais y aller faire ton truc de film, mais si mon petit Martin vient, tu sais. Puis j'ai traversé l'Atlantique en bateau à voile avec lui pour faire 2 films, puis fait que je l'ai rencontré, de même que Michel Garneau et tout ça, et donc j'avais 15 ans. Quand je suis arrivé donc à la fin du cégep, les communications, tout ça, le cinéma, j'en connaissais peu. Je connaissais Indiana Jones, Star Wars et tout ça, mais Pierre Perrou, je ne le connaissais pas trop encore. C'était un peu énigmatique comme personnage, là. Mais disons qu'il m'avait lui aussi très charmé. Fait que c'est dans ce contexte-là que j'ai commencé à étudier en études cinématographiques. D'abord à l'Université de Montréal, un programme d'1 an mineur. Puis après, j'ai transféré ici à l'Université de Montréal, même ici, là, tu sais, dans la même place, tout ça. Puis André Gaudreault était à Laval à l'époque. Puis moi, je l'ai eu à Laval, Paul Warren était à Laval. Puis quand je suis revenu à Montréal, j'ai complété mon majeur en études cinématographiques qu'il offrait ici. J'ai fait créditer les cours de Québec. Puis j'ai fini avec une mineure arts et sciences en sociologie, anthropo et tout ça, pour me familiariser un petit peu avec ça. Puis c'est un peu dans ce contexte-là que j'ai fait les 2 films ici, là, Monsieur, Madame, Chose, mais très rapidement, je me suis rendu compte que je ne voulais pas être réalisateur. Okay. Je trouvais que c'était pas tout à fait... j'avais pas grand-chose à dire à ce moment-là. Puis j'aimais ça, d'aider les gens à faire des films plus qu'à le faire moi-même. Puis j'ai rencontré ici Patrick Demers, qui est un gars qui a fait des films, déjà 2-3 films au Québec, qui est un très bon réalisateur. Lui, il m'a remis 2 yeux dans le même trou, direct en partant. Il était excellent. Il savait vraiment c'était quoi le cinéma. Puis on a monté nos films ici. Puis c'est là que j'ai vu l'ampleur de ce que pouvait être le montage son, le son, tout ça. Puis aussi, bien, par l'étude, Paul Warren, le cinéma américain, Fellini, les premiers cinémas avec André Gaudreault, Méliès et tout ça. Fait que, bon, le montage des premiers temps. Puis bizarrement, je me suis rendu compte plus tard que Jean-Marc était passé par la même place, mais un peu plus tôt. Tu ne l'as pas rencontré, parce que vous avez été à l'Université de Montréal tous les deux. C'est ça, exactement. Vallée a été étudiant à l'Université de Montréal. Mais même programme. Vous n'êtes pas rencontrés en tant qu'étudiant à l'UQAM. Incroyable. Puis, tu sais, je veux dire, des gens qui sont en cinéma, qui étudient en cinéma au Québec, là, moi, j'en connais beaucoup, là. Il y a des grands réalisateurs qui ont étudié en cinéma ici, là, puis ils connaissent ça, là.
Daniel Roby, par exemple, à Concordia, puis Denis Villeneuve, on en parlait à l'UQAM. Là, c'est des étudiants en cinéma, mais ils ont étudié le cinéma là, pour de vrai. Puis Jean-Marc, ben, il l'a vraiment étudié beaucoup aussi. Puis lui, ça datait de plus avant du temps du cégep avec Yves Levert, par exemple, professeur de cinéma, puis Pajot. Je pense Pajot, moi, je l'ai rencontré l'autre fois, puis il était très influent pour Jean-Marc. C'est lui, c'est ces deux-là qui lui ont fait comprendre qu'il y avait du talent. D'accord. Alors, comment dire, dans cette ouverture au cinéma, dans laquelle on a grandement contribué, donc l'Université de Montréal, l'Université de Laval, les professeurs dont tu as parlé, tu es arrivé aussi sur ta vocation en rencontrant une figure tutélaire qui est celle du concepteur sonore Walter Murch. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ce que Walter Murch a représenté dans ta vie de jeune étudiant, de futur concepteur sonore? Walter Murch, pour resituer, qui est le concepteur sonore, le monteur aussi de Coppola à la fin des années 70, monteur d'Apocalypse Now, extrêmement influent. Il y a deux ouvrages très importants à lire si vous vous intéressez au cinéma hollywoodien de Walter Murch. L'un qui s'appelle En un clin d'œil, in the blink of an eye, qui est vraiment très technique sur le montage. Et puis l'autre, c'est Conversation avec Walter Murch, où là, il montre un petit peu plus la dimension et sa conscience d'histoire du cinéma en marche. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça t'a produit, Walter Murch? Ça a aidé à ce que tu deviennes concepteur sonore et que tu veuilles faire ça. Oui. Bien, je vais essayer de faire ça court. Dans le fond, c'est que Walter Murch, il s'est retrouvé avec Coppola pour The Conversation, puis aussi avec Spielberg et Lucas. Ils étaient tous ensemble étudiants en cinéma à l'université. Donc, c'était très inspirant de voir ça, des étudiants en cinéma à l'université qui veulent faire des films, tu sais. Puis là, c'est qu'il y avait une amitié professionnelle, puis Walter Murch, c'était un intello qui réfléchit, qui était très... puis il était allumé, puis il connaissait tous les dispositifs techniques, puis il faisait beaucoup d'expérimentation. Puis il a offert à Coppola de prendre un peu les films sous son aile à lui, puis faire une interprétation. Puis là, il a pratiqué ça pendant plusieurs années jusqu'à, disons, en 79, Apocalypse Now, qui a été comme un peu le résultat de ces 10 années précédentes, où il est arrivé avec un dispositif en 5.1 pour la première fois. Fait que, d'ailleurs, Marie-Julie, qui a fait un film comme une vague, il y a un autre film qui s'appelle Making Waves, donc c'est faire des vagues. Puis c'est sur l'histoire du son au cinéma vu par tous ces gens-là, Walter et compagnie. Puis dans ce film-là, Walter Murch, il y a comme un petit peu... Tout le monde à la fin là, de Apocalypse Now, tout le monde lui a consacré, peu importe tout ce qui est arrivé avant. Walter, lui, il a écrit le livre là, pour tout le monde pour les 25 années subséquentes. Puis pour nous tous, le parrain, mais après Apocalypse Now, il n'a pas été concepteur sonore, Walter Murch. Il a été mixeur, ou il a été éditeur, il est revenu au montage, mais il n'a jamais refait la conception sonore. Je comprends pourquoi, si on va plus loin, je pourrais vous le dire. Et du coup, donc, quand tu abordes Walter Murch, parce que quand on a discuté avant, tu me disais Walter Murch quand j'ai lu Walter Murch, quand j'ai compris ce que Walter Murch apportait à un film en tant que concepteur sonore, c'est ça que j'ai voulu faire. Et tu m'as aussi dit que les discussions sur Walter Murch, sur Le Parrain, sur Apocalypse Now, c'est aussi ça qui, quand vous vous êtes rencontrés avec Jean-Marc Vallée, ça fait partie des choses qui vous ont rapproché. Est-ce que tu peux nous resituer aussi alors ça, et puis la rencontre avec Jean-Marc, quand est-ce qu'elle intervient, quand est-ce que tu es rentré dans la vie de Jean-Marc Vallée, quand est-ce que Jean-Marc est rentré dans la vie de Martin Pinsonneau? Bien, on sortait donc de nos études universitaires. Moi, dans mon cas, début 90, lui, c'était peut-être un peu plus tôt que ça, mais il avait quand même eu le temps de regarder beaucoup de choses de ce qu'ils avaient fait eux. Puis il était aussi déjà très influencé par Scorsese, qui avait fait plein de trucs, là, dont Raging Bull, Taxi Driver, et puis là, il s'en venait avec Goodfellas.
Puis bon, tout ça, fait que ça a été vraiment très marquant pour lui. Puis là-dessus, on se rejoignait au bout. Puis il y avait David Lynch, il y avait Woody Allen, et puis il y avait toute cette mouvance-là de cinéma. On était dans des références qui étaient un peu les mêmes, puis ça nous permettait de se comprendre quand même en partant. T'sais. Puis on a commencé à se rencontrer sur Liste Noire, mais je n'étais pas la personne en charge, c'est-à-dire que je n'étais pas le concepteur sonore sur Liste Noire, j'étais un jeune monteur sonore. Ça faisait 4 ans que je faisais ça. Liste Noire, c'est 1994-15, 15, c'est ça. Ça faisait 4-5 ans que je faisais ça. Puis j'étais comme jeune monteur, puis on avait trippé, mais en même temps, c'était pas moi qui étais comme en charge, mais on avait trippé, puis il y avait du fun, puis il aimait ça, les petits vites aussi, là. Et pour resituer, donc tu travailles sur le premier... Quand il était premier... allumé puis qu'il était passionné, tu sais, il savait vite dans une pièce avec qui il avait le goût d'être, là. Les gens où est-ce que c'était la passion, là, c'était vers eux qui allaient, tu sais. Et tu me disais que tu avais travaillé sur Liste Noire, qui est un des premiers films de Jean-Marc Vallée, puis aussi sur le premier film de Denis Villeneuve, à peu près dans la même... ça, c'est en 99. Moi, c'est 95. 99, c'est 32 août sur Terre. Ouais. Et entre les deux, un film hollywoodien qui a été important pour ta carrière, qui t'a un peu assis comme concepteur sonore professionnel, qui est The Eye of the Beholder, avec un film avec Ewan McGregor et Ashley Judd, de Steven Elliott, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, ce film-là? Qu'est-ce que tu as fait exactement sur... Parce qu'après Liste Noire, Jean-Marc, il savait qu'il avait le goût de travailler avec moi, mais il ne savait pas trop quand, comment, puis tout ça. Parce que Crazy n'était pas encore dans les cartons. Puis il y avait les mots magiques. Puis là, il y avait les mots magiques qu'on faisait. Puis qui étaient des courts-métrages de Jean-Marc Vallée. Il dit ben, j'aimerais ça faire les mots magiques. Martin, il serait bon, là. Peux-tu le faire avec Martin? Puis là, tu dis oui, je pourrais le faire avec Martin, mais Louis continuerait de s'en occuper. Puis là, Jean-Marc, il dit non, j'aimerais ça que ce soit Martin qui le fasse, là. Tu sais, c'est pas d'argent, on a du fun, tout ça. Oui, et puis Louis pourrait s'en occuper, tu sais. Puis là, c'était comme, ben là, voyons donc, je suis dans cette compagnie-là, je veux me développer, le réalisateur, il vient me voir, il veut travailler avec moi, puis là, ils veulent pas. Fait que là, moi, j'ai comme fait, 1+1, tu sais. Fait que j'ai décidé de laisser cet emploi-là, puis d'aller ailleurs. OK. Puis j'ai amené Jean-Marc avec les mots magiques, on est allé le faire ailleurs, tu sais, à ce moment-là. Fait qu'on était parti déjà vers d'autres cieux. Fait que là, ça a scellé un peu les affaires quand on a eu le temps de faire le Crazy, tu sais. C'est comme on avait fait déjà un petit peu, genre, non, ça ne marchera pas. Vous voulez Martin? Parfait, viens-t'en. On y va. Fait qu'on l'a fait donc là. Fait qu'Eye of the Beholder, pour revenir à lui, 99, ça c'est bien avant Crazy. Fait que ça, c'était gros, là. C'était un réalisateur qui s'appelle Stéphane Elliott, qui a fait Priscilla, Queen of the Desert. Oui. C'est comme une grosse affaire, cette affaire-là. Et lui, ce réalisateur-là, il était quelque chose. Puis son film était vraiment quelque chose. C'est Ashley Judd, Ewan McGregor, espionnage, ça se promène partout, grosse affaire, 25-30 millions. J'avais jamais fait ça avant. Puis là, j'avais eu 18 semaines de montage sonore pour faire ça. Et c'était à Montréal ou c'était aux États-Unis? On avait copro avec le Canada, avec les Américains. Quoique avec les Américains, les copros, ça ne marche pas. C'était peut-être avec l'Angleterre. Mais on se retrouve des fois à faire des films à Montréal. De temps en temps, il y en a un, on ne sait pas trop où est-ce qu'il sort. Puis, ouf. Puis ça, c'était 18 semaines. C'était gros, c'était compliqué. Je ne voulais pas avoir l'air fou. Puis là, j'ai vraiment, travaillé très fort. 18 semaines, d'habitude, c'est 4. Juste pour te donner une idée. 4, ça, c'est quand on a le temps au Québec. Oui, tu as beaucoup de temps. OK, 20 jours, c'est beaucoup, ça, hein, Marie-Julie? 20 jours, c'est beaucoup, mais là, c'était pas 20, c'était genre 60. OK. Fait qu'au début, j'ai dit, bon, je vais prendre 25 jours juste pour faire les ambiances. Fait que là, degré de perfection, je vais prendre 25 jours pour faire le sound design. Puis là, je prenais, 4 jours par bobine. En tout cas, tu sais, c'était vraiment genre du gros luxe, là. Tu avais pas encore créé c'était la première fois que je pouvais aller loin. Tu n'avais pas encore créé Sonomar, qui est ta société de production? Non, chez Modulation, qui était une compagnie. C'est eux qui avaient tout pogné à job. Moi, j'étais un employé. Je travaillais pour eux autres. OK. Le même prix là, que n'importe quoi. Mais sauf que ça m'avait donné du temps. Puis là, c'était en ce sens-là qui était important, ce film-là, parce que c'était un gros film. Il y avait bien de l'argent. Ils m'ont laissé du temps. Puis là, je me suis amusé vraiment solidement. Puis là, j'ai vraiment comme brassé les cartes du son. Puis ça m'a comme plus préparé pour Denis, puis Manon, puis bon, toutes les autres, puis après ça, Crazy, puis bon.
Alors, Young Vic. entre The Eye of the Beholder, le premier film de Denis Villeneuve, et Crazy, tu as monté justement Sonomar, ta société de production Est-ce que ça t'a permis de t'asseoir comme concepteur sonore, comme superviseur du montage sonore, ou alors est-ce que ça t'a donné d'autres libertés, cette société de production? Bien, c'est ça. Ce qui arrive, c'est que quand je me suis retrouvé chez Modulation, je vous parlais tantôt, compagnie de post-production sonore, les mots magiques, on n'a pas beaucoup d'argent, on fait un film, oui, pas de problème, parfait. Mais là, après ça, Crazy, là, c'est que moi, après ça, quand j'ai vu, parce que ça a été long avant que tout ça se passe, tu sais, il se passe beaucoup de temps, là, il se passe 5-6 ans. Fait que, entre-temps, quand j'ai vu que Jean-Marc, ça avait le potentiel de fonctionner, bien, c'est là, en effet, que j'ai parti, disons, ce que moi j'appelle la phase 1 de Sonomar, où est-ce que j'ai décidé que je pouvais peut-être prendre les films sur moi. Puis Crazy, c'en est un que j'ai pris sur moi au complet. Parce que Jean-Marc, il me disait pas, genre, j'aimerais ça que tu fasses le montage sonore. Il me disait, je veux que tu fasses le son. Puis, arrange-toi. C'était comme ça que ça marchait. Puis, fait qu'il disait ça à ses producteurs aussi. Il disait, ah, le son, c'est Martin. Fait que, ah oui. Puis là, quand j'arrivais pour parler d'argent, là, Jean-Marc, il disait, ah non, c'est pas moi qui parle d'argent. C'est pas moi. Il faut que tu aies l'argent, c'est lui. Ah, OK. Puis là, ben, après ça, on se retrouvait. Puis là, ben, moi, j'avais toute la job. C'est ça que j'insiste, pas l'argent. Parce que l'argent, il y en avait toujours juste assez pour ce qu'on avait à faire, là. Fait que, mais au moins, je me retrouvais avec la job. Fait que quand j'ai eu mes premières années de Sonomar, le fait d'avoir eu tout Crazy au complet, avec le mix, avec le montage, avec tout, c'était la plus grosse affaire que j'avais jamais faite, dans le fond, au complet, en tant qu'entrepreneur, là, parce que Eye of the Beholder, c'était plus gros. Oui. Mais ton rôle mais n'était pas aussi Crazy, c'était la important. plus grosse job que je prenais dans ma compagnie, puis c'était peut-être 120, 130, 140 000 $ de chiffre d'affaires là, pour tout le son, à mon souvenir. Là. Fait que c'était gros. Puis moi, ça m'avait un peu... j'avais pas trop aimé ça. J'avais trouvé ça difficile d'avoir à tout gérer le son. Parce que moi, je suis pas un homme d'affaires, moi, je suis un artiste. Tu sais. Puis je trouve ça le fun d'avoir mon entreprise parce que ça me permet qu'en tant qu'artiste, que je sois capable de faire ce que je veux. Mais à part de ça, c'est pas vraiment... J'ai pas d'autres objectifs que ça en entreprise. Puis Jean-Marc, il avait un peu... il était un peu pareil. Moi, j'ai pris beaucoup de choses de lui parce que j'ai tellement regardé aller, j'ai tellement analysé, j'essayais de voir comment est-ce qu'il réussissait à s'en sortir, à faire tout ça. Fait que, là, donc, ça m'a donné des ailes, ça m'a donné... puis vu qu'il me faisait confiance, ça me permet de... Et ça me permettait de moi, après ça, de déléguer puis de pouvoir dire à tout le monde un peu, bien voici, tac, tac, c'est comme ça qu'on va faire, l'horaire. Puis là, à cause que Jean-Marc, puis Pierre Évin, qui était comme super aussi. Comment ils t'ont proposé de travailler sur Crazy? Comment est venu le projet Crazy? Est-ce que c'est Jean-Marc qui t'a appelé pour dire je veux que ce soit toi et rien que toi qui fasse ce film en tant que concepteur sonore? Est-ce que c'est... Comment tu t'es retrouvé dans l'aventure? Bien, je me suis amusé à essayer de retrouver des artefacts un peu, puis si on a le temps, je vais pouvoir... Mais j'ai retrouvé ici Crazy, scénario Jean-Marc Vallée, collaboration François Boulay, 17 novembre 2000. 2000, oui. Là, j'ai regardé le film est ça sorti hier, en 2005. ça, c'est la version finale. Puis là, j'ai retrouvé ça hier, puis là, je dis, ah, tiens, je vais regarder, moi, telle scène, puis là, je fouillais, puis là, je dis, ouh, là, il y a 200 pages, il y a à peu près 285, 157 pages, puis là, lui, ici, à la fin, il y a genre 150 pages. Quoi? Ça te répond-tu à ta question? Oui. Parce que dans le fond, il nous le donnait direct en partant. Puis il nous envoyait, il faisait un petit CD avec les tunes. Bien, les CD avec les tunes, c'est moi qui le faisais, là. Parce que tout ce qui était du son, c'était moi. Fait que dès qu'il y avait une affaire, genre j'ai besoin de son, il m'appelait. Puis après ça, il me laissait carte blanche avec toute la gang. Mais c'est pas lui qui s'occupait de l'argent. Mais ça c'est important, c'est que Jean-Marc Vallée, sa pré-production d'un film, elle passait beaucoup par une playlist ou par la musique.
Et lui, il disait que souvent, il avait la musique en tête avant d'écrire le scénario ou en même temps d'écrire le scénario. Donc, ça ne m'étonne pas au moment où il te laisse les scénarios, qu'il te demande ou qu'il te donne une playlist. C'est aussi des choses qu'on a entendu dire avec d'autres collaborateurs comme Marc Côté ou Patrice Vermette. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important. On s'overlappe entre les deux. C'est pas évident à inventer ça. Puis c'est écrit comme noir sur blanc, tu sais, qu'ils sont en train de se communiquer l'un avec l'autre, tu sais. Puis après, je veux dire, la toune de l'Armée rouge qui part en dessous, puis après ça, la guitare de Pink Floyd, elle était dans la première version du scénario, là, cette guitare-là, là, elle est marquée noir sur blanc. Il l'avait écrit. Il dit... Ces transitions-là... Zach Cac, 15 ans, se réveille haletant au même moment où la guitare de Shine on You, Crazy Diamond, explose à plein volume. Il se défait violemment des couvertures, examine les draps. That's it. C'est marqué. Pas compliqué. Puis Jean-Marc, souvent, il faisait ça. Il disait, des fois, j'essayais de faire des trucs un peu autres. Puis il disait, Martin, c'est-tu marqué dans le scénario? Là, j'allais voir. Ah, c'est pas marqué? Ah, c'est pas là. Ce qu'on fait, c'est le scénario, tu sais. Puis lui, là, c'est ce qui le faisait triper, c'est la toune qui part, tu sais. Puis fait que nous, on tripait aussi. Fait que dans le fond, c'est juste, il y avait un côté fou là-dedans aussi. Il était fou dans Crazy. Puis moi, j'aimais ça parce qu'on décollait, tu sais. Puis on inventait des trucs, puis c'est ça. Puis le petit cul qui a peur, qui pisse dans ses culottes, la pluie qui commence, l'orage, tout ça, c'est tout. J'avais jamais vraiment tout monté le son d'une manière aussi précise. Puis c'est beaucoup lui qui nous a tous un peu amenés vers ce degré-là de précision, de OK, comment ça commence un orage? Mais tu sais, pour que ça ait l'air vrai, là, les 4-5 premières, il ne faut pas que tu te trompes, là, parce que ça marche pas, tu sais, ou trop rythmé, tu sais, des choses comme ça. Fait que lui, on jouait beaucoup avec tous les sons. Musique, ambiance, dialogue. Il était très conscient, Jean-Marc, de tout ça, lui-là. Pour la pluie, là, vous êtes allé enregistrer quoi? Tu allé chercher quoi comme son? Pas l'enregistrer trop là-dessus, ça. J'avais fonctionné avec des sons qu'on avait un peu partout. Ça faisait partie des faiblesses du début de carrière, un peu, là, 2005. Tu sais, j'en avais du stock, là, mais pas comparé à avant. Puis avec Jean-Marc, avec les années, bien, j'ai peaufiné ma technique. Puis parce que c'est quand même un moment d'un film où le réalisateur laisse une place énorme au son, quoi. Le son envahit l'espace sonore, la qualité du son en plus là on l'a mis bien fort, mais est-ce que c'est surmixé à ce moment? On mixe beaucoup plus fort ce moment-là pour que l'orage envahissent l'espace sonore, ou alors est-ce qu'il y a un jeu qui est différent? Parce que là, on sent qu'il a voulu que l'image passe derrière le son, presque, que le son soit au premier plan. Donc là, c'est toi, Martin Pinsonneau, qui doit prendre le dessus. Ça arrivait souvent que le son était la chose la plus importante. Il faisait attention. Comme on fait toujours attention, ce qui est important souvent quand on veut faire du montage sonore, c'est qu'on essaie d'avoir une grande dynamique entre les sons qui sont pas forts puis les sons qui sont forts. Jean-Marc, il aimait ça quand c'était fort, mais il n'aimait pas ça quand c'était trop fort. OK. Puis ça pouvait durer court, puis après ça, on arrête. Puis il se servait beaucoup des contrastes entre ce qui est fort, ce qui n'est pas fort, le silence, le vide, tout ça. Là, il s'est servi d'une continuité sur les graves, je pense, entre l'orage, le chant qui s'appelle l'Inesili Nebeznie d'Alexander Sheremetyev. Vous remarquez mon fantastique accent russe. Ah ouais, ça c'était comme... Et puis, parce qu'il est vraiment dans les graves des chœurs. Et puis derrière, le tune la guitare électrique de Shine On You Crazy. Ouais. Je vais reprendre juste un extrait de... Quand on a fait le colloque sur Jean-Marc Vallée en juin, on a eu plusieurs intervenants qui ont fait des communications, et Adrien Sassier, qui est compositeur et puis étudiant en musicologie, avait commenté cet extrait, et puis il avait dit: dans Crazy, l'enchaînement du chant d'Alexander Sheremetyev avec Shine on Your Crazy Diamond de Pink Floyd cumule en un instant tous les visages de la musique pour une modulation par triple effet de contraste esthétique, de la musique chorale au rock progressif d'un temps strié à un temps lisse, hystérico-sociétale d'un cadre sacré et pieux dans la Russie du 19e siècle à la contre-culture profane des années 70 en Grande-Bretagne,
et dramaturgique. C'est un changement diégétique de la musique. Il devient acteur, s'émancipe à l'adolescence de l'ordre établi, de ses racines chrétiennes et de ses prédispositions. Il est d'une intensité telle que cette séquence s'impose comme l'un des pics émotionnels du film. Et donc ça, c'est un point intéressant parce que c'est vrai que c'est une séquence qui, moi, quand je revois Crazy, j'attends toujours ce moment-là avec le passage, je suis très, très attaché à la musique de film aussi, mais le passage du chant russe à d'un seul coup le Pink Floyd, le cut qui permettent de faire briller la transition, mais donc un des pics émotionnels du film est laissé quand même au concepteur sonore et à la musique, puis ça, c'est quand même un peu tout Jean-Marc, quoi. Le moment où il va marquer les esprits, c'est la musique, quoi. C'est le son. Est-ce que c'est quelque chose qui fait écho à tout ce que tu as fait avec tous les travaux qui ont suivi? Oui, absolument. Puis dans le cas de Crazy, j'ai beaucoup travaillé dans ma salle de montage, puis il est venu passer des journées avec moi où est-ce qu'on a travaillé, ce qu'on a fait aussi sur Young Victoria, mais disons que après ça, plus le temps avançait, puis moins il y avait le temps de consacrer du temps à ça, puis moins que ça lui intéressait. Ça l'intéressait, puis on avait trouvé d'autres méthodes d'échanger ensemble. Donc, malheureusement, on a perdu ça avec le temps de travailler très proche l'un de l'autre. Mais là-dessus, Crazy, ça, on a fait ça pas mal ensemble, tout ça, là. On débarque dans un party de Noël, puis là, on a des vrais sons de party de Noël, comme on en a tous. Fait que là, c'est comme si on passe d'un superstar à un party ordinaire d'une famille de Québécois. Puis, tu sais, il y a de la magie là-dedans, entre les deux, là. Puis on fait comme à croire tout ça, il n'y a rien de vrai, là. C'est zéro vrai, là. Il n'y a rien de vrai là-dedans, là. On a tout inventé ça. On l'a tout inventé, toute pièce. C'était marqué... Zach atterrit parmi les siens comme un magicien en continuant de bouger la tête au rythme de la musique des Stones. Ses tantes pulpeuses aux robes décolletées le bombardent de flashs, de Polaroid et de baisers mouillés. Fait que, tu sais, c'était tout écrit. Mais Pierre Evin nous disait que... ils avaient dépensé une somme importante pour avoir les morceaux exacts que Jean-Marc avait prévus. Et cette transition-là, elle est pensée évidemment dès le début. Et quand il te la présente, au niveau du montage sonore, donc on a parlé de la transition entre le chant russe et puis les Pink Floyd, qui fait le passage à l'âge adulte. Là, comment il vous a présenté le fait de passer d'un son qui est extra-diégétique, puisque la musique était la musique de film, donc le chant russe, il est extra-diégétique, et puis d'un seul coup, on passe au Pink Floyd, qui est toujours extra-diégétique, mais qui devient diégétique, dans le sens où le son est dans la scène suivante, donc produit par le tourne-disque. Ouais. Et ça, en termes de montage sonore, comment tu fais ça? C'est comme la base de Jean-Marc. Dans le fond, ça vient de Scorsese puis tout ça. Là, c'est d'utiliser des musiques extra-diégétiques et diégétiques, tout dépendant. On peut passer d'un à l'autre, on peut utiliser un, utiliser l'autre. Mais Jean-Marc avait un faible pour les tunes qui soient diégétiques, qui appartiennent à l'histoire des personnages, qui soient joués dans l'action, parce qu'il n'aimait pas vraiment beaucoup s'embarquer dans une lecture par-dessus ce qu'on voyait. Il le faisait occasionnellement, puis dans des moments importants, mais souvent, la plupart du temps, la musique était incorporée à son récit. Ça ne paraissait pas. C'était mélangé dans l'atmosphère. Fait qu'on y voyait que du feu. Et sur cette idée donc, de jeu entre extra-diégétique et diégétique, les who-who des Stones deviennent les who-who des personnages, des figurants du tournage. Ouais. Et puis ça, c'est pareil en termes de transition. Donc on enregistre, j'imagine, le chœur d'enfant et puis le chœur d'église. Et puis on joue avec une transition entre les Stones et puis on superpose les deux. Comment tu as travaillé là-dessus? C'est là-bas. C'est compliqué. C'est là-bas. C'est difficile de faire ces scènes-là. J'en ai eu dans Young Vic aussi de ça. Puis il y en a dans d'autres films aussi. C'est où est-ce qu'il faut faire une scène dans Louis Cyr aussi avec des foules. Parce que la foule s'anime, puis la foule est un personnage en soi. Donc nous, il faut considérer la foule comme
comme dans le fond, il faut la faire comme si c'est aussi important que les personnages C'est qui un parlent. personnage à part entière. Bon, puis les ouhou, ben on a eu des gens en studio qui faisaient des ouhou. On était peut-être une vingtaine. On faisait ouhou, on en faisait une autre prise, ouhou. On en faisait une autre prise, ouhou. On le ralentissait, on l'accélérait, on mettait dans le reverb, on copiait, on en faisait un autre. On en prenait 4-5, on les mettait ensemble, on mettait du reverb avec, on doublait ça, on en rajoutait une autre piste, on prenait toutes les pistes, on les décalait. En tout cas, je vous dis ça juste de même, mais c'est du tricotage là, pour qu'on y croit à la fin que c'était vraiment là. T'sais. Ça, j'ai appris ça avec lui, beaucoup. Sur ces scènes-là. Les scènes de couronnement de Young Victoria, God Save the Queen, c'est pareil, là, il a fallu faire la même chose. On en a eu on pour peut la des montrer, jours. puisqu'on va passer sur ça. On peut Mais la je ne montrer. sais pas si on a-tu le couronnement, la Ouais, scène de ouais, couronnement? on a l'ouverture. Mais c'est pas l'ouverture. C'est l'ouverture du film, c'est pas nécessairement le couronnement. Là. C'est pas le couronnement, d'ailleurs. T'as l'ouverture puis le couronnement, tu vois. OK. On peut la montrer, mais juste avant, pour resituer, Jean-Marc Vallée, donc, Crazy est un triomphe, comme vous le savez, puis ensuite, il va partir à Hollywood pour faire Young Victoria, parce que Martin Scorsese, qui vient de, lui, triompher avec un film qui s'appelle Les Infiltrés, The Departed en anglais, voit Crazy, et Graham King, son producteur, veut lui confier un film sur la jeunesse de Victoria, puis Scorsese dit à Graham King, non, tu dois prendre Jean-Marc Vallée, je viens de voir un film extraordinaire sur lui, il va te faire un film parfait là-dessus, donc va le chercher. Et donc Jean-Marc Vallée s'est retrouvé avec Graham King qui vient lui proposer, parce que Scorsese, qui est son idole absolue, hein, on a bien compris, ça on en reparlera, mais l'a recommandé. Et puis pour Jean-Marc Vallée, ça doit être un aboutissement de carrière, Hollywood, pouvoir arriver à ce qu'il veut faire, un gros budget, parce que là, Young Victoria est un gros budget en comparaison des films qu'il a fait précédemment. Et puis, ça ne va pas se passer tout à fait comme prévu, et puis je propose qu'on lance l'extrait, puis on en reparlera après. Okay. Mais moi, Young Victoria, c'est comme un peu, en effet, le plateau d'argent. C'est un peu bizarre de raconter ça, cette affaire-là, avec Scorsese. Mais en même temps, c'est vrai. T'sais, ce qui est arrivé vraiment, c'est que Graham King, bon, il voulait faire ça. Il voulait faire ça, ce film-là, mais c'était peut-être pas ce scénario-là. Puis il l'a proposé à Scorsese, comme des fois, à un moment donné, ils ont travaillé ensemble, puis ils ont dit « Hey, t'as-tu le goût de le faire? » Puis Scorsese, il a dit quelque chose comme « Je peux pas le faire, j'ai d'autres choses dans mes plans, puis j'ai déjà fait mon « I already did my period piece. » C'est ça qu'il a un petit peu, il aurait comme un peu dit, il aurait déjà fait son film d'époque. Mais il a dit, sauf qu'il a dit « Je viens de voir Crazy. » Un film québécois, machin, tu sais, va voir lui. Puis comme de fait, tranquillement, de fil en aiguille, c'est ça qui est arrivé, tu sais. Puis Scorsese a été comme coproducteur de ce film-là. Mais Jean-Marc aurait beaucoup aimé ça rencontrer Scorsese. Jean-Marc aurait aimé ça, s'asseoir avec José, puis tout écouter le film, puis d'entendre. C'est jamais arrivé. Ils ne se sont jamais rencontrés. Puis qu'il l'a un peu, c'est sûr qu'il aurait aimé ça, tu sais, le rencontrer, mais c'est quand même un peu grâce à lui s'il s'est retrouvé là-dessus, puis si on lui a fait confiance pour le faire. C'est grâce un peu à cette personne-là. Mais tu sais, je t'arrête juste une minute. Au passage, vous pouvez nous poser des questions, lever la main pendant la chose. Crazy était faite sur mesure pour Scorsese. C'était comme, il était Young Victoria, tu veux dire? Non. Quand tu as vu Crazy... Ah oui, donc Crazy l'a mis, oui, bien sûr. Crazy a été faite comme un peu... Pour plaire à Scorsese. C'est quasiment comme un peu, automatique. Ouais. C'est comme s'il y avait le livre d'instruction de Scorsese, puis il essayait d'être un élève, ça paraît, c'est évident. C'est sûr que dans la manière de mettre en scène les séquences par des musiques préexistantes, rock, etc., c'était quelque chose qui est fait pour Scorsese, et Scorsese y a été sensible. Sur cet extrait, si on avait continué, on aurait eu le couronnement avec le Zadok de Priest, qui est vraiment la musique du couronnement des rois en Angleterre. Tu me disais, tu t'arrêtais sur la mouche qui représentait, tu étais là pour signifier oui, mais ça, la mouche, quelque chose. Je vais en parler tantôt, c'est ça ici. C'est ça ici, la mouche. Mais vas-y, parle-en maintenant. Mais je vais juste faire une petite intro supplémentaire sur Young Vic. C'est qu'on s'est retrouvé avec ce film-là. Puis Jean-Marc, lui, c'est un peu un hasard. Mais en même temps, faut prendre les choses quand ils se présentent. Puis il y avait quand même au moins cette
ce talent-là, de pouvoir saisir les occasions quand elles se présentent. Puis là, il savait qu'on serait là, tout le monde, toute la gang qui avait été élue avec lui avant, mais on ne savait pas trop comment, puis il ne savait surtout pas c'était quoi l'Angleterre, puis la monarchie, puis comment ça marchait. Fait que là, c'est que ça a été, pour lui, beaucoup de mois de préparation avec Pat Vermette, avec lui, qui ont appris tous les rudiments de la monarchie. Puis après ça, bien, ils nous ont impliqués là-dedans, puis moi, je suis allé sur place enregistrer des sons. Parce qu'il ne voulait pas tant de choses que ça. Il voulait respecter le réalisme de la situation, puis surtout l'histoire d'amour. Moi, ça m'obligeait à redoubler d'ardeur parce que je me disais, on fait un film qui veut aller à Hollywood. T'as bien beau vouloir faire une petite histoire d'amour avec les deux personnages, mais à un moment donné, il faut étoffer un petit peu le truc, là. Puis il faut builder ça, puis il faut rendre ça big. Fait que c'était un peu le début pas de confrontation, mais d'un genre de quête où est-ce qu'ensemble, on a commencé à se poser des questions, à savoir jusqu'à quel point on veut en mettre. Parce que, tu sais, c'est facile, dans un film comme celui-là, d'en mettre beaucoup, mais en même temps, c'est tout ça qu'on veut. Puis là, Jean-Marc, très rapidement, dans ce film-là, on dirait qu'il a pogné, il a tapé la ligne où est-ce que le trop, c'était trop, puis il voulait plus, il a comme pu aller là. La musique dans le trop, puis d'autres choses aussi dans le trop. Puis c'est comme si Young Vic, il avait comme touché la ligne de qu'est-ce que lui aimait. Et il a reculé après ça. Pour en avoir parlé avec, tu évoquais Pat Vermette, donc Patrice Vermette, qui est concepteur artistique notamment dans sa première partie de carrière de Jean-Marc Vallée, puis ensuite de Denis Villeneuve, qui fait Dune en ce moment. Patrice Vermette me disait que les références, je lui avais parlé des références que je pensais être les références du film, et il me disait oui, tu as bien trouvé. C'était Barry Lyndon de Kubrick et puis Le Guépard de Visconti. Ça retransparaît dans l'opulence visuelle du film parce que quand on regarde Young Victoria et qu'on sait un petit peu le scénario, ça va être un traumatisme pour Jean-Marc Vallée, mais le film a vraiment un cachet visuel extraordinaire et puis des idées disséminées. Alors Patrice Vermette, lors du colloque, la table ronde avec Marie-Julie Dallaire qui est là ce soir, il nous expliquait comment ils avaient disséminé des idées, des indices, presque un film dans le film avec telle couleur qui représentait telle idée, etc., ouais. etc. Puis toi, tu nous disais la mouche, donc la mouche qu'on voit au début venait caractériser un personnage odieux qui est interprété par Mark Strong. Et puis, est-ce que tu peux nous parler de cet accessoire? Oui, parce que Jean-Marc, il aimait bien le côté, le fait de faire un film sur la reine Victoria, mais ce qu'il aimait surtout, c'était l'histoire d'amour. Puis le fluff-là, c'était pas vraiment sa tasse de thé. Puis une des choses, c'est qu'à un moment donné, il voulait avoir tout autour du personnage de Conroy, d'avoir des mouches autour de lui. Il voulait qu'il y ait des mouches parce qu'il dit... Il semble bon, ça prend des mouches autour, tu sais, il n'est pas gentil. Fait que là, on se met... Puis là, c'était devenu un peu obsessif dans son cas, puis c'est un peu difficile à passer parce que son producteur, Graham King, lui, d'avoir des mouches dans son film, c'était pas nécessairement quelque chose qui avait... Est-ce que tu as dû mettre des bruits de mouches, toi? Bien, on l'a entendu, là, juste en passant, mais oui, il y en a partout. Puis d'ailleurs, le représentant du producteur, Dennis O'Sullivan, à un moment donné, quand il a vu ça, lui, c'était le vice-producteur représentant pour Graham King. À un moment donné, quand il a vu ça, qu'on faisait des mouches, il était bien comique, lui. Il commence à dire, comment je vais faire pour expliquer à Graham que là, il y a des mouches autour de Conroy partout? Puis là, il s'est mis à l'imiter. Il dit, so Graham, you know, he's got some flies all over him. He smells like shit. Puis là, c'était tellement drôle, là, tu sais. Parce que tu disais, ben non, on fera pas ça. Tu iras pas voir Graham King pour lui dire, il y a des mouches, il pue la merde, ça prend des mouches, tu sais. Fait qu'on en riait beaucoup, mais finalement, on a passé beaucoup de temps là-dessus. On en a mis à plein d'endroits. Puis on en a fait à la fin un trophée, parce que quand on est rendu à faire des petites mouches comme ça qui passent à gauche puis à droite dans un film, puis à passer des heures là-dessus, bien, on peut bien avoir un trophée, tu sais, à la fin pour ça. Pour Young Victoria, c'est un film qui est pivot dans la carrière de Jean-Marc Vallée, parce que
C'est donc une grosse production hollywoodienne qui va le décevoir par à plein d'endroits. La première chose, c'est qu'il y a quand même un combat permanent contre les producteurs hollywoodiens. Et puis, il se fait, alors là, tu vas me corriger peut-être juste après, mais voler. Alors déjà, il a prévu d'avoir un compositeur, il enregistre les musiques et finalement, on lui en impose un autre. Et puis, sur le montage, on a du mal à savoir s'il a pu avoir le montage lui-même, avoir le final cut, comme on dit, ou alors si c'est la production qui va finir le propre montage du film. Mais quoi qu'il en soit, il ressort épuisé et traumatisé, c'était le mot, de cette expérience-là de Young Victoria, qui ne marche pas si bien que ça, en plus, au box-office. Et puis, le film qui devait être l'aboutissement, et Scorsese me veut, je fais un film, un Barry Lyndon dans les années 2000. Finalement, il ressort de ça en disant « je ne veux plus travailler pour Hollywood » et il va se diriger vers un autre projet qui est Café de Flore, qui lui, on n'a pas trop le temps d'en parler, mais c'est un projet donc québécois qui devient franco-québécois. Et puis, dans ce film, parce qu'il est au contact d'enfants trisomiques, il va avoir l'idée de se séparer d'une grande partie de l'équipe de tournage parce que, comme Pierre Évin disait, des enfants, qui est le producteur aussi de Café de Flore, les enfants trisomiques, on ne peut pas leur dire tourner et puis fais la scène. Il faut savoir capturer le moment où ils vont délivrer la performance qui est requise. Et puis pour ça, il faut une équipe très réduite qui puisse capturer ça. Et là-dessus, il va changer de méthode, il va abandonner, parce que Crazy, il y a quand même une grosse équipe de production, il va se tourner vers une nouvelle méthode presque, avec une équipe très réduite, une approche beaucoup plus naturaliste. Et ça va nous emmener à, finalement, il va revenir sur un projet hollywoodien, mais qui a un budget de 5 millions de dollars, ce qui est vraiment très très peu à Hollywood, avec Matthew McConaughey, avec Jared Leto, qui va être Dallas Buyers Club. Dallas Buyers Club, donc 5 millions de dollars pour le faire, et puis des exigences de mise en scène donc, qui vont rester malgré le faible budget. Est-ce qu'on passe l'extrait puis on en parle Dallas? après? Ou tu veux dire quelque chose avant? Non, mais je voulais juste revenir sur... c'est parce que ce que tu dis, c'est vrai, là. Mais, puis je dis pas ça méchamment, mais c'est comme un peu l'histoire officielle, là, tu sais. Oui. Ben, on était là pour l'histoire officieuse aussi. C'est sûr que moi, j'ai entendu ça 1000 fois, puis je la connais, l'histoire, fait que je voulais juste rajouter une couple de trucs là-dessus. Graham King, il ne laissait pas, là. Il était pas mauvais, il était gentil, là, puis c'était pas la guerre, là. C'est juste que, quand on a eu le temps de faire la musique, eux autres, ils avaient une idée de qui ferait la musique. Si tout le monde temps de même, ça marche, là. C'est pas des gros méchants, là. Il y en a des fois des producteurs qui arrivent et disent « Ah oui, j'ai un musicien, ça fait 10 ans que je travaille avec, hein. » Puis là, le réalisateur fait comme « Ouais, là, c'est parce que c'est pas mon musicien à moi. » Ça, c'est day-to-day quand on fait du cinéma. Fait que c'était la même chose que d'habitude, excepté que là, Jean-Marc, lui, il tripait sur Sigur Rós. Sigur Rós, ça, c'était comme un groupe un peu, genre classique, mais New Age un peu, tu sais, comme entre les deux. Puis c'était comme touchant. T'avais l'impression que c'était comme un film classique, mais c'était pas ça. Mais ça, Graham, il n'a pas trouvé, il était comme Sigur Rós. Où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils viennent d'où, tu sais, puis les Américains, on le sait, sont un peu, guéris sur leur monde à eux, puis le monde extérieur, ça n'existe pas tout le temps. Fait que Sigur Rós, c'était pas une référence pour lui. Fait que là, ils ont présenté un musicien. Puis après ça, ils ont dit, musicien, voici musicien, travaille avec lui à la place. Lui, là, puis on va faire ça à B-Road, puis on va tout enregistrer, puis ça va être écœurant. Là, Jean-Marc a fait « Ouais, OK, ouais. » Puis là, il commençait à le prendre difficile, mais il laissait aller, là. C'est pas la chicane, là. C'est « OK, vas-y, fais ta musique. » Puis là, c'est « OK, on enregistre la semaine prochaine, mais on aimerait ça que tu sois pas là. » Fait que là, Jean-Marc, j'aimerais ça que tu sois pas là. Dans son petit dossier, c'est gros. T'aimerais ça que je sois pas là? OK, prochain film, non. Oui, c'est ça. Puis là, tranquillement, c'était comme ça, tu sais. Mais il était wise là-dedans. Il l'a laissé faire la musique. Puis on l'avait, la musique. Puis c'était quoi le problème, la musique? Pas qu'elle était pas bonne, elle était très bonne. Puis les musiques de bal, puis d'authentique, puis d'historique, c'était pas ceux-là qui étaient problématiques. Ça, tout le monde s'entendait là-dessus. Ce qui était le problème, c'était quand les violons embarquaient, tu sais. Puis les beaux becs et tout ça, tu sais, je dis les scènes de bec, là. C'était là le problème. Puis là, ben Jean-Marc, il voulait pas beurrer. Mais Jean-Marc, c'est comme ça, il
Il voulait être retenu. Fait que les gros violons, ça ne marchait pas. Fait que là, il a été patient, il était bon. Puis là, à la fin, on avait les musiques, on les avait toutes. Puis on avait ça sur ce qu'on appelle des stems. C'est comme des groupes de tracks avec genre, OK, tu as comme 4 violons, 6 violons, 3 violons, le beat, le ci, le ça, tout ça, le drone, le sustain et machin. Fait que là, on s'est mis à dire, ah non, enlève-moi tous les violons, là. Tchouk! Pouf, enlève-moi ci, enlève-moi ça, enlève-moi ci. Puis, oh, ah, pas pire, là. On roule avec ça. C'est comme ça que ça s'est fait. Puis on l'avait le contrôle sur la musique jusqu'à la fin. Il n'y a pas personne d'autre qui a mis des tunes que Jean-Marc ne voulait pas. Mais il a comme fait des compromis au niveau esthétique qui n'a pas aimé ça, faire ça. Puis après ça, il s'est dit que plus jamais il ferait ça. Mais plus jamais il laisserait un producteur décider à sa place quelle musique il y aurait dans son film. C'est tout. C'est ça. Après, Young Vic, il a décidé que ça ne se passerait plus jamais de même. Tu sais? Plein de choses. Plus de monteur, plus de ci, plus de ça, plus de ci, plus de ça. Puis Café de Classe, c'était son test. Puis si tu veux, on peut rembarquer tout de suite sur Dallas. Moi, je trouvais que dans cet extrait-là, il y avait pas mal de stock, disons, de Jean-Marc, là, genre les rings dans sa tête et tout ça, puis on ne sait pas trop c'est où, le cul, c'est dans ta face. Puis après ça, ça a l'air d'un documentaire, c'est comme tellement vrai, puis on remet rien quand on y croit au bout, puis là, on embarque, c'est fou. C'est pas la respiration de Matthew McConaughey qui est à ce moment-là. Hein. Je crois que tu avais enregistré Jean-Marc pour avoir cette respiration-là, c'est tout, non, il me semble. Ouais. Bien, c'est parce que Jean-Marc, il n'aimait pas ça niaiser. Là. Il n'aimait pas ça quand on perdait du temps, puis on faisait perdre du temps aux acteurs, puis tout ça. Fait que quand venait le temps de faire ça, on a fait une évaluation de dialogue au début pour essayer de déterminer qu'est-ce qu'on ferait en post-synchro, puis on a fait une liste de... On ne comprenait pas beaucoup de choses. Puis Jean-Marc, on a fait toute une liste, gros document, puis Jean-Marc nous dit après, il dit non, regardez, excusez, on ne fera pas ça, là. Ça sonne mal, ça ne me dérange pas, c'est un film sale, c'est un redneck, il est cochon, c'est pas vrai qu'on va arranger le son, tu sais, on va mettre ça propre, on va laisser ça sale. Oh, okay. Il assumait le côté, tu me disais, le côté baveux, et toi tu lui disais, tu vas aller, l'audace d'aller aux Oscars, parce qu'après le film a été pris aux Oscars, avec un montage sonore aussi baveux, aussi rough. Là, il arrivait, il me disait, non, OK, parfait, c'est bon, OK, parfait, on va faire ça. Mais moi, je pensais toujours à qu'est-ce qu'il fallait que je fasse pour compenser, parce que, tu sais, c'est bien beau de dire, j'en veux pas, ou si, ça. Mais je veux dire, à un moment donné, c'était comme, mettons, on aurait besoin des respires de Matthew. Non, au début, Jean-Marc, il me dit, Martin, Martin, un gros problème. Il dit, Matthew, là, j'y crois pas pantoute, il a pas l'air malade, ça marche pas pantoute. Je dis, là, il faut trouver. Parce que ça ne marchait pas. Il dit, tout est beau, là, c'est juste qu'il n'a pas l'air malade. Fait que j'y crois pas pantoute. Fait que là, c'était comme, oh, OK, ouais, malade, ouais. Puis là, au début, Jean-Marc, il m'envoie dans la direction, genre, on trouve des gens qui sont malades, puis on les enregistre, tu sais. Puis on a essayé d'entrer en contact avec des gens malades et tout ça, puis moi, j'étais un peu embêté, j'étais comme un peu gêné, tout ça, mais Jean-Marc, bon, il a essayé de rejoindre des gens qui comment il faisait? Allô, nous aider. C'est Jean-Marc Puis Vallée, finalement, vous êtes malade? les gens, ils ont refusé. Les gens, ils ont refusé, ils ont dit non, je ne veux pas faire ça. On ne fera pas ça, là. On ne fera pas des gens qui sont au bord de mourir. On va enregistrer la respire, puis après ça, on va mettre ça en film. On ne fera pas ça. Fait que là, c'est arrange-toi, Martin, c'est beau, c'est ton problème à toi. Fait que là, à un moment donné, c'est Mathieu, ça me prendrait des respires ici. Puis là, c'est non, mais on ne fera pas revenir Mathieu pour ça, là, Martin. OK, on ne fera pas revenir Mathieu. OK. Parce que ça coûte cher. Là, à un moment donné, on était au téléphone, j'étais comme, mais non, il ne faut pas venir pour ça. Oui, mais on en a besoin. Des fois, on est en close-up, on respire, tout ça. Ça me prend des présences, c'est bien important, tu sais. Ouais, mais là, on n'aura pas besoin. En tout cas, oui, mais tu sais, on va attendre, on va voir, tu sais. Puis là, j'avais dit, OK, ben garde, viens-t'en ici, là, on va le faire. On va le faire. Fait que là, j'installe tout le setup chez nous. Je mets le micro, l'écran dans mon stock room en arrière. Je m'en vais dans ma salle de montage. Puis là, de toute façon, il connaissait son film par cœur. Fait que je dis, parfait, je vais faire ça, on va faire ça dans la prochaine heure. Parfait, c'est beau, viens-t'en. Fait que là, pogne le film. À chaque fois qu'on voit Mathieu, pèse sur rec. Jean-Marc qui fait respirer. Puis, tu sais, ce que je vous ai pas dit, c'est que moi, j'avais dit à Jean-Marc que j'avais vu David Letterman, Martin Scorsese, qui disait que sur Age of Innocence, il avait tout fait les voix. Tu sais, we did all the voices, we didn't have any money, and we did all the voices. Tu sais, moi, j'avais pogné ça, j'étais comme, tabarouette. Scorsese qui fait un film qui fait toutes les voix lui-même. Fait que là, je dis, ben si Scorsese l'a fait, nous autres, on est capables.
Fait que c'est ça que j'ai dit à Jean-Marc. Je dis, regarde, Scorsese l'a fait. Age of Innocence, c'est pas d'argent. Est-ce qu'on va être correct avec ça, tu sais? Fait que parfait, il s'en vient à la maison. On fait les respires, mais on n'avait pas toujours pas la maladie. Puis là, il y a un son dans la gang des sons qui s'appelle Sickness. Tu sais? On va l'écouter. Ça, c'est moi. Dans ma salle de montage en arrière. Une semaine avant le Lock Picture, je savais toujours pas quoi faire avec les respires. J'étais poigné. On craint le volume un peu. Ça, c'est moi. Fait que j'avais 50 enregistrements sur 4 jours d'un gars qui était en train de mourir sa vie. Puis dès que j'avais du mucus, là, j'allais en arrière, je faisais sur rec, puis là, ça sortait. Puis... Bon, OK, c'est bon. Je vous ai sorti le plus court que j'ai trouvé qui évoquait le mieux parce que c'était pénible. Fait que les voix dans Ballas Buyers Club de Matthew McConaughey, bien c'est Jean-Marc puis moi à la grandeur. À chaque fois qu'on l'entend, parce qu'il ne voulait pas faire perdre de temps à personne avec ça. Surtout pas eux. Nous, oui, mais... T'sais. Fait que ça, c'est à ce point-là que des fois, Jean-Marc, il était impliqué à tous les niveaux, puis il connaissait tous les respires de son personnage au complet. On n'a pas fait 2 prises, là. C'était one shot. Il n'y avait pas de temps à niaiser. Puis de toute façon, arrange-toi avec ça après. Puis si ça ne marche pas, tu vas trouver la solution. Parce que là, c'était border pas mal d'y avoir demandé de faire ça aussi, d'ailleurs. Mais c'est ce qui est vraiment que j'avais pas le choix. Ce qui est aussi intéressant dans l'extrait, c'était les idées vraiment de mise en scène pure, comme tu disais, pendant que l'extrait passait, c'était de se mettre à l'intérieur tout de suite de la perception du personnage avec les acouphènes, la respiration intérieure, et puis ensuite ce que se plonger dans le rodéo. Puis autre chose, mais c'est... L'acouphène, ça, c'est une de ses idées, c'est en discutant ensemble. À un moment donné, on a lu, ou il a lu, lui, à un moment donné, que les gens qui avaient des problèmes comme ça, qui pouvaient être mourants, sidatiques et tout ça, qui avaient des moments où est-ce qu'ils faisaient des acouphènes. Fait que c'était très véridique selon ce qu'on a vécu. Fait que moi, ça a été la première fois que j'ai fait des acouphènes dans un film. C'est d'ailleurs dans ce film-là aussi que j'ai commencé à avoir des acouphènes après, parce qu'il n'y a rien de pire que des sons d'acouphènes. Moi, j'en ai et ça marche très bien. Hein. Pour pogner des acouphènes. Fait que malheureusement, là, ce film-là m'a donné des acouphènes après. Et donc, on voit quelque chose aussi là-dedans dans ce que tu as décrit, c'est qu'il demande de ses collaborateurs, je pense, la raison pour laquelle on va chercher Martin Pinsonneau, quand on est Jean-Marc Vallée, c'est pour que Martin Pinsonneau peut-être fasse ce qu'il demande, mais qu'il aille plus loin que ce qu'il demande, que tu arrives avec que tes idées, que tout repasse ce que lui a écrit au départ. Et c'est un peu ce qui se passe aussi, par exemple, ici, où tu as décliné tout un enregistrement de choses qui venaient de toi, que vous avez pu utiliser pour le film. Est-ce que tu peux nous parler plus généralement de la relation avec Jean-Marc Vallée, entre Jean-Marc Vallée et ses collaborateurs, et comment il poussait? Tu as dit quand même que ça pouvait être épuisant, mais tu es récompensé humainement et autrement des fois. Mais est-ce que tu peux nous dire à quel point, quand même, par moment, il était exigeant avec ses collaborateurs et que ça pouvait être dur? Est-ce que tu as quelque chose que tu... Bien, c'est parce que lui s'engageait, lui, avec les gens en haut de lui, puis il prenait beaucoup les choses sur ses épaules. Donc, toute la pression, une bonne partie de la pression, c'est lui qui la prenait. Mais après ça, quand il y avait des difficultés, c'était à nous qu'il transférait les choses, parce que lui, comme beaucoup de réalisateurs, ne pouvait pas nécessairement faire concrètement les choses qui étaient nécessaires pour livrer. Il se rendait loin avec son image. Mais fait que des fois, les collaborateurs ou les acteurs ou tout le monde, moi, en réfléchissant pour la rencontre d'aujourd'hui, je me rends compte que Jean-Marc trouvait le moyen d'aller chercher comme toujours quelque chose de plus chez les gens que juste ça. T'sais? Puis on dirait même qu'une partie de ce qu'on est, on le laissait sur le film qu'on venait de faire, puis lui-même laissait quelque chose de lui-même sur les films, puis c'est son engagement, sa vocation de faire des films, c'est le fait de faire passer le film en premier qui justifiait pas mal de choses, là, tu sais, dans le concret, de dire, ben là, Martin, c'est
pas moi, là, c'est le film. Puis, pour le film, là, on pouvait bien passer 16 heures, puis 16 heures, puis un autre 16 heures, puis le samedi, le dimanche et tout ça, le 24/7. Mais lui, il le faisait. Fait qu'on n'avait pas le choix, comme. Puis aussi, des fois, ben, il nous mettait dans des situations un peu difficiles, là, tu sais. Tout le monde. N'importe qui était dans des situations difficiles où est-ce que c'était comme « Ah, tu aurais fait ça normalement, c'est ça que tu pensais faire ça. » Non, c'est pas ça que je veux. Ce que je voudrais, c'est ça. Ah ouais, tu voudrais ça? Ouais, mais ça, pas facile. C'est facile, c'est ordinaire. Ouais, mais c'est ça que je veux. Je veux une affaire d'ordinaire, je veux juste de même, là, tu sais. Puis Matthew, il a fait ça, Matthew sur Dallas. Aujourd'hui, au début, il venait en avant du Kodak, il voulait tout, là, tu sais, Matthew. Puis Jean-Marc a dit non. Puis même, il ne comprenait pas. Il a pris une 35 mm, il a reculé de 35 pieds, puis il a dit OK, action. Donc Matthew était dans le fond de la pièce. Il a fini par comprendre qu'il ne voulait pas le tourner en close-up, tu sais. Puis le petit gars, j'avais un extrait des petits chanteurs du Mont-Royal en solo, là. Solo, petits chanteurs du Mont-Royal. Bien, tu sais, on arrive, attends un peu, 2 secondes. On arrive, tu sais, Jean-Marc, il était un grand rêveur. Il avait dit, on va mettre là, on va aller chercher les petits chanteurs du Mont-Royal, on va mettre ça. OK. Puis là, c'est Martin, t'as-tu déjà enregistré ça, toi, es-tu capable d'enregistrer ça, une chorale d'enfants? Oui. OK, parfait, on va le faire. Fait qu'on va organiser ça. Fait que là, c'est moi qui ai enregistré les petits chanteurs du Mont-Royal. Il n'y a jamais un réalisateur qui m'a fait confiance à ce point. Je dis, oui, go. Puis quand on a enregistré les petits chanteurs du Mont-Royal avec M. Patnaud, là, M. Patnaud, tu ne connais pas, mais M. Patnaud, c'est le boss des petits chanteurs du Mont-Royal. Lui, ça fait 50 ans qu'il est là, puis je te dis qu'il a père en tabarouette. Hein? Fait que là, Jean-Marc, il avait toutes ses idées, il avait tout jasé avec M. Patnaud, mais c'est M. Patnaud qui drivait ces jeunes, tu sais. Puis à un moment donné, Jean-Marc, il dit, on écoute, tu sais, puis il dit, c'est écœurant, je capote. Mais on peut-tu demander à un enfant de chanter la toune? Pas tout le groupe. On peut-tu juste un? Un? OK, c'est bon. Là, on va l'écouter, ouais. Écoutez ça. C'était pour Dallas, ça? C'était pour ça? Oh, mais il y en a plusieurs. Et celui-ci, c'est pour Dallas? Non. C'était pour quel film? Crazy? Ça, c'est Café de Flore. Café de Flore, ça. Sauf que de demander à un petit gars de 10 ans dans l'oratoire Saint-Joseph qui fait ça pour la première fois de sa vie, d'aller sortir cette note-là, bien, c'est quasiment trop demandé. Tu sais, sauf que ça fait broyer. Fait que là, les réalisateurs, ils se retrouvent un peu coincés entre... Je demande-tu au petit gars de la faire, la pièce? Ça, c'est la tête, là. De la misère, pas facile. Mais il est pas loin. C'est rough. Puis des fois, Jean-Marc, il mettait le monde dans ces situations-là où est-ce qu'il fallait que tu performes, parce que si tu ne performes pas, tu sais, c'est quelque chose de plus beau que ça. Puis quand on a enregistré ça la première fois, on était là, puis là, on pleurait tous les deux, là, à chaudes larmes, là, genre, on ne s'est pas parlé, là, on se regardait, puis on pleurait. Mais c'est là qu'il a compris qu'un cœur d'enfant, ça fait broyer. Ah, bon petit truc à savoir, ça. Tu sais, fait qu'à chaque fois qu'il avait le goût de faire broyer, tout, en dessous, hop, on l'entend pas, on l'entend pas, on va faire jouer telle tourne à la place. Donc cet enregistrement-là, c'était pour Café de Flore. Hein? Oui. C'est ça. C'est la toune Café de Flore, refaite par les petits chanteurs, parce qu'ils faisaient faire les tounes de Noël par les petits chanteurs, ils faisaient faire Creep par les petits chanteurs, ils faisaient faire Radiohead, ils faisaient faire, tu sais, ils faisaient tout faire. Ils ne prenaient pas de chance. On ne savait pas toujours si on allait l'utiliser à la fin, mais ils le faisaient. Une aparté sur ça, c'est que donc on a compris que Jean-Marc Vallée, comment dire,
les films de Jean-Marc Vallée exigeaient un sacrifice de la part des gens qui travaillaient dessus, et puis lui-même se sacrifiait un peu pour son film. Beaucoup. Mais c'est pas pour autant que c'est, comment Sa dire... vie, d'ailleurs, tu sais, je veux dire, on peut quand même aussi se dire que s'il est décédé aujourd'hui, c'est peut-être en partie parce qu'il a travaillé trop fort. Toi, tu penses? Ça se peut. C'est très probable. Et c'est pas pour autant qu'il faut dissocier un tournage extrêmement exigeant d'un tournage où, par exemple, une ambiance anxiogène va occurrer. Et toi, tu as connu, parce que là, on était en train de parler de Café de Flore, Dallas Buyers Club, fin des années 2000, début des années 2010. Toi, tu as connu à ce moment-là aussi une expérience, par contre, anxiogène sur un film hollywoodien réalisé par un Français. Donc, c'est Piranha 3D, réalisé par Alexandre Aja. Et producteur de ce film, Bob Weinstein, Harvey Weinstein. Ouais. Et toi, tu décris... parce qu'il faut savoir que Harvey Weinstein, outre évidemment toutes les affaires qui ont eu lieu, MeToo et compagnie, si vous lisez par exemple Peter Bliskin, qui a écrit plusieurs livres, un qui est très célèbre, qui s'appelle Le Nouvel Hollywood, puis un qu'il a fait sur les années 90, qui s'appelle Sexe, mensonge et Hollywood, et qu'il a écrit très peu de temps après, je pense au début des années 2000, il suit Miramax, notamment, il parle de l'évolution du studio Miramax et des deux frères Weinstein, et il décrit à quel point c'était dur de travailler pour Harvey Weinstein, à quel point Harvey Weinstein était vraiment, entre guillemets, une ordure et se comportait extrêmement mal avec tous les gens qui l'entouraient. Et puis toi, tu m'as dit, je ne l'ai pas eu à faire directement avec les frères Weinstein, mais le climat anxiogène qui partait d'en haut, qui partait de Weinstein, découlait surtout sur le réalisateur, sur les gens qui travaillaient, et on le ressentait tous. C'est ça? Est-ce que tu peux nous en parler et exprimer la nuance qu'il y a entre ça et un tournage exigeant à la Vallée, par exemple? Bien, c'est parce que Hollywood est fait de plein de choses. Hein? Puis il y a à Hollywood des cultures qui ont été implantées depuis des dizaines d'années qui ne sont pas tout à fait correctes. Et puis tout ça, dont, par exemple, dans un peu ce qui a fait la naissance de Harvey Weinstein et tout ça, c'est bien beau tout ça. Avec Quentin Tarantino, ils ont fait des Christy de beaux films. Mais le contexte dans lequel c'est fait, le respect avec les gens qui participent sur les films, que ce soit les hommes ou les femmes, particulièrement les femmes, parce qu'évidemment, il y avait tout le côté aussi qui était un peu, qui était comme absolument incorrect envers les femmes, mais il était pas mieux avec les hommes. Puis des producteurs qui sont puissants dans un monde hiérarchique, bien, il faut apprendre à se débrouiller avec ça. Puis Jean-Marc, il savait où se tenir loin. Comme lui, Harvey Weinstein, il savait qu'il ne voulait pas faire affaire avec lui. Puis quand il ne savait pas, des fois, s'il voulait travailler avec quelqu'un, il le découvrait rapidement. ça se faisait, l'élimination se faisait de telle sorte que quand il finissait pour choisir les films, surtout après Young Vic, ben, il s'assurait que les producteurs étaient d'accord avec lui et il était autour de la table avec eux. Ce qu'il n'y avait pas avec Young Vic nécessairement. Très bien. Après, pour continuer et terminer un petit peu sur la collaboration Vallée, vous avez travaillé ensemble sur Demolition, on va en parler un tout petit peu, puis sur Big Little Lies. Quand on arrive sur Demolition, la méthode Vallée qu'on a un petit peu décrite, c'est-à-dire à partir de Dallas Buyers Club puis Wild, à savoir c'est terminé les équipes de tournage énormes, un tournage, une approche plus intimiste, plus naturaliste. Il est allé imposer ça à Hollywood finalement, ce qui est presque antithétique. Et puis, mais c'est pas imposé, c'était la solution, tu comprends? Pour lui. Mais Denis Villeneuve a fait différent, par exemple. C'était la solution, c'est parce que quand il a fait Dallas, personne ne voulait faire Dallas. Puis personne osait penser qu'un film ce film-là pouvait se faire à 5 millions. Jean-Marc leur proposait de le faire. Il disait, oui, OK, je vais le faire. Je vais le faire, votre film. Mais vous allez me laisser faire mon film. Et en fait, là, c'est, ouais, non, regarde, 5 millions, on va te le faire. Tu me laisses faire mon film. OK, parfait, next, on passe à un autre appel. Puis là, il y avait le contrôle. C'est comme, je ne ferai plus des films à 30 millions, à 50 ou à 100, moi. On va faire des films à 5, 10, 15, that's it. Sauf que quand je vais les faire, par exemple, c'est moi qui vais chauffer. T'sais? Puis il s'arrangeait pour
contrôler un peu le processus. Et toi, tu me disais, d'une certaine manière, il est allé faire des films québécois à Hollywood, Ouais. là où, par exemple, dans le même interstice, Denis Villeneuve est allé, lui, embrasser la forme hollywoodienne, les gros budgets pour exprimer ce qu'il avait en lui et ses visions. Mais toi, tu m'avais parlé aussi du fait que ce soit l'un ou l'autre, la formation de l'ONF Bon, ouais. a été fondamentale Ouais. pour pouvoir arriver à cette qualité-là avec si peu Ouais. au sein d'Hollywood. Ouais. Vas-y. Exact. Bien, c'est parce que ce qu'il faut comprendre, puis c'est ça qui est une des choses les plus fun en travaillant en cinéma, c'est que le cinéma québécois, c'est comme quelque chose auquel on peut se référer. On peut se référer à tous ceux qui ont fait des choses avant, au directeur photo avec qui Michel Brault, Claude Jutras, Gilles Carle, Charles Binamé, Pierre Perrault, tout ça. Puis tout ça, c'est un patrimoine. Puis Denis, puis Jean-Marc, ils ont grandi là-dedans. Ils sont nés là-dedans. André Turpin, s'il n'avait pas été là avec Denis, ça n'aurait pas marché. Il n'aurait pas fait les films au début, Cosmos et tout ça, tu sais. Puis il y a eu comme une... Fait que c'est très enivrant de participer à tout ça. Puis Jean-Marc et Denis, bien, puis particulièrement Jean-Marc, parce que Denis, lui, il en a profité pour aller s'éclore un peu dans des projets plus fantastiques comme il les tripait. Mais lui, Jean-Marc, c'était pas ça sa tasse de thé. Sa tasse de thé, lui, c'était plus des films intimistes. Mais il est allé comme un peu, avec Dallas, en tout cas, faire un film québécois à Los Angeles. Puis c'est ça qui a charmé, je crois aussi. Tu sais, on n'a pas beaucoup de temps pour en parler aujourd'hui, mais Mathieu, quand tu as vu comment est-ce que Jean-Marc traitait le film, comment ça se passait sur le plateau, comment la relation sur le set, puis comment est-ce qu'il avait l'air à la fin, puis comment est-ce qu'il a comme transformé sa carrière, puis comment est-ce que ça l'a complètement amené dans une autre dimension en tant qu'acteur. Bien, après ça, lui, il a dit à Reese, écoute, Jean-Marc, écœurant, tu peux pas voir mieux que ce gars-là, tu n'as rien qu'à lui donner confiance. Puis lui, il s'occupe de tout. Clé en main. C'était ça, Jean-Marc. Il arrivait, tu disais, OK, parfait, on fait le film, parfait, c'est beau. Il tournait, il ramenait ça à Montréal. Puis Big Little Lies, puis tout ça, c'était la technique a été peaufinée. À la fin, on arrivait, puis on disait, tiens, c'est ça le film. Ou c'est ça la série télé. Puis les gens ne l'avaient jamais vu avant. Il y avait un côté magique, quoi. Ils s'emparaient de la chose, ils revenaient, tout était fait. Ils n'avaient jamais vu avant. Puis Jean-Marc, des fois, il y avait des fois, il partageait ses bons coups, des fois, avec nous. Surtout quand c'était comme assez gros, là. Puis, un moment donné, il m'envoie un email, j'ai retrouvé ça parce qu'aujourd'hui, je fouillais dans mes affaires. Il m'a envoyé un email la journée que le boss d'HBO avait vu pour la première fois BLL, tu sais. Parce que là, Jean-Marc, lui, il faisait tout. Puis moi, la gang, c'était pas Marc Côté, Martin, Pat et tout ça, oui. Mais là, il y avait 25 personnes en dessous de ça. Il y avait 5 monteurs qui travaillaient. Et oui, ils montaient. Oui, c'était lui le boss. Il y en avait 5 à temps plein. Il n'y avait jamais personne qui avait fait ça. Comme il n'y avait jamais personne qui mettait des tunes partout. Puis quand il arrivait au résultat de BLL, mettons, juste pour le présenter à HBO, juste pour dire « Êtes-vous d'accord? » Parce qu'à un moment donné, il faut qu'il accepte. Là. Mais il était quasiment fini. Il avait tout arrangé, écoute, il avait tous mes dialogues, la musique, tout ça. Fait que le gars d'HBO, là, le 28 septembre 2016, ça, c'était probablement 6 mois avant que ça passe à la TV, là. Okay? Dear John Mark, Richard Plepler here. I'm the CEO of HBO, and while I haven't yet had the pleasure of meeting you, I just wanted to tell you how brilliant and stunning I think BLL is. Blown away by it. I'm addicted. My wife is addicted. It exceeds my already high expectation. Just superb, and I'm so thankful for you to leading this magnificent team with your typical genius. Excited to see the rest as soon as possible, blah, blah. Thank you. Puis Jean-Marc, il nous a envoyé ça à la gang, il dit « Hey, le son n'est même pas encore fini. Qu'est-ce qu'ils vont dire après le mix? » Ça, c'était son humour. Mais il avait comme fait le gros de la job. T'sais. Puis là, il vendait sa salade. Puis les gens, ils n'avaient pas le choix. Parce que c'était tellement bon, il avait tellement travaillé, pas qu'il était meilleur que les autres. Parce que des fois, je me demandais comment est-ce qu'il a fait pour arriver à ça, t'sais.
mais il travaillait fort. Puis il laissait aller juste quand il était content. Puis les gens, ils le voyaient juste quand c'était fini. Fait qu'il prenait pas trop de chance. Big Little C'était pas Lies. pire comme setup. Là. Ça, c'est... Je veux dire, j'en connais pas d'autres réalisateurs qui ont tout ça. Mais c'est lui, il l'a fait. C'est lui qui a tout organisé ça. C'est pas personne qui l'a donné, là. Mais il n'y en a pas d'autres. J'en connais pas d'autres, moi, qu'un réalisateur qui contrôle un processus au complet comme ça, j'en connais pas. Big Little Lies, ça devait marquer un break, finalement, parce que la première saison, tu vas plus loin que, au-delà des high expectations de Jean-Marc Vallée. Tu vas chercher des sons, toute une banque sonore, tu vas faire un travail énorme, et puis finalement, vous allez arriver à un point, pas de rupture, enfin, un break qui va s'avérer définitif, mais c'était un moment où il fallait se séparer. Ben, ça dit, il fallait prendre un break, là, tu sais, des fois, il faut prendre une pause, prendre un break, ou je sais pas, là, tu sais, quelque chose comme ça. C'était très intense. Puis Jean-Marc, il finissait tous les films, La langue à terre, et moi aussi, ça nous prenait 6 mois pour nous en remettre. Puis la tension était palpable, puis la technique qu'on avait élaborée, puis l'esthétique qui était un peu plus contraignante pour moi, que je trouvais que, parce qu'il y avait moins de place. Tu sais, oui, il nous faisait confiance, mais plus ça avançait, puis plus il savait ce qu'il voulait pas, puis il savait ce qu'il voulait, puis il y avait moins de manière de s'exprimer créativement. Puis moi, j'aimais ça, là, je l'aimais, mais en même temps, tous les sacrifices que ça imposait, je trouvais ça un peu trop difficile, fait que j'ai préféré, moi, prendre mes distances après ça, puis là, on a terminé ça au téléphone, c'est bon, mais ça a l'air qu'on ne travaillera pas ensemble sur le prochain film, je m'en souviens, c'est comme ça que ça s'est fini, puis là, c'est moi qui ai dit, ben non, je pense pas, qu'est-ce que tu veux... C'est ça, là. C'était too much, là, tu sais. Puis on s'est revus après, puis tout ça, puis on est amis, puis on est proches encore. On s'est revus plusieurs fois, puis il était question que je travaille encore avec lui. Il m'avait dit, « Ah, Yoko Ono... En tout cas, mais c'est ça. Puis John, mais tu sais, c'est ça. C'est juste que moi, je ne sais même pas si j'aurais dit oui. Tu comprends? Je ne sais pas si j'aurais dit oui parce que je ne sais pas s'il m'aurait fait ça. Parce qu'il aurait fallu dire, ah ouais, ben je vais le faire, mais il faudrait que ça soit ça de même. Est-ce qu'il aurait dit oui? Puis il m'aurait dit, on va voir Marc Côté. Puis là, il a fallu que je dise avec Marc Côté, ça n'aurait pas été facile. Fait que... Pour contextualiser simplement, Martin a fait la conception sonore de la première saison de Big Little Lies, et puis pas la deuxième, mais par contre, vous aviez parlé de faire peut-être donc le prochain film de Jean-Marc Vallée qu'il n'a jamais pu faire, qui était donc un film sur la rencontre entre Yoko Ono et John Lennon. Et donc, ça s'est arrêté là. Je vais aborder quelques points de ta carrière à toi. Okay. Déjà, est-ce que tu pourrais, peut-être pour les étudiants qui sont là, déblayer un peu quelques différences du travail sur le son? Toi, tu es concepteur sonore. Qu'est-ce que ça va signifier? On a bien compris que tu étais superviseur du montage sonore, etc. Mais concrètement, les différents métiers du son, tu penses que tu peux les déblayer un petit peu pour les étudiants qui sont là, pour ceux qui regarderont la vidéo, puis nous donner une idée de ça, puis après je parlerai de films sur lesquels tu as travaillé récemment. OK. Bien, tout dépendant sur quoi on travaille, le titre, puis ce qu'on fait comme responsabilité, il y a différents titres. Tu parlais de supervision sonore, c'en est un. Conception sonore, c'en est un autre. Montage sonore, c'en est un autre. Puis, on se promène là-dedans. Tout dépendant des films, on va avoir plus de supervision. Moi, je vais assumer un titre de supervision. Mais un concepteur sonore va être en charge de tout le côté artistique. Puis aussi, le concepteur sonore peut avoir quelque chose à dire aux autres membres de l'équipe créative. Puis ça, c'est quelque chose de nouveau. Tu sais, on parlait de Walter Murch, bien, c'est un peu là que ça a commencé, les concepteurs sonores. Puis c'est à Walter Murch, Randy Thom, Gary Wrightstrom, Ben Burtt, tout ça, c'est tous des concepteurs sonores, mais qui n'ont pas nécessairement été les concepteurs sonores d'un film. Puis c'est rare qu'on laisse un concepteur sonore sur un film. Ça fait beaucoup de pouvoir quand tu fais le son, là. C'est dangereux. Il ne faut pas trop laisser de pouvoir aux gens de son. Parce que c'est dangereux. Je dis ça en riant, mais en même temps, il y a du vrai là-dedans. Fait que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de titres. Parce que, tu sais, Walter Murch, il n'a jamais été concepteur sonore après Apocalypse Now.
Pourquoi? Bien, peut-être parce que c'était trop, c'était beaucoup pour une seule personne. Peut-être que Coppola n'a pas trop aimé ça, tu sais. C'est une hypothèse que je formule, là. Mais, tu sais, ça devait être un peu engageant d'avoir. Puis Jean-Marc n'acceptait pas nécessairement d'avoir des gens qui étaient plus gros que le club, là, tu sais. Pour ne pas faire une allusion par rapport au hockey. Patrick Roy, tu sais. Fallait pas être un Patrick Roy, là, dans le setup à Jean-Marc, là. Ça prenait... C'était lui, Patrick Roy. Je te pose ces questions sur les différences de travail sur le son au cinéma, parce que Ouais. tu viens de boucler, tu es réalisateur d'un film Ouais. sur le son au cinéma. Tu peux Ben ouais. la sortir, que tu l'as bouclé. Juste avant, tu terminais un film Ouais. documentaire de Robert Morin. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce film-là que tu as réalisé sur le son Bien, tu sais, ça montre un petit peu que, dans le fond, je suis assez engagé, puis c'est une vocation, là, tu sais, parce que, tu sais, Robert Morin, c'est un des grands réalisateurs du Québec, et puis le film qu'il faisait, c'était assez expérimental et audacieux. Mais moi, quand je suis entré là-dedans, c'est un petit peu comme quand Jean-Marc m'approche. Et au début, il y a un rêve, c'est écrit sur papier, mais après ça, il faut le faire en son. Tu peux décrire le sujet, là, du documentaire? Puis c'est un orignal qui se fait, disons, poursuivre par un chasseur, mais qui ne réussit pas à se sauver. Le chasseur tire dessus, mais après ça, il s'en va mourir quelques centaines de mètres plus loin. Puis le film commence là, au moment que l'orignal meurt. Et c'est les oiseaux, les animaux, les loups, les ours, les urubus qui viennent le festin, que se servir dans le festin de la forêt boréale. Donc, c'est une métaphore sur la nature, sur le fait que finalement, tout redevient poussière, des choses comme ça, tu sais, mais c'est réaliste. Puis moi, j'ai refait tout le son en dessous avec tous les animaux. C'est quasiment un des plus gros films que j'ai fait en termes de travail de son, là. Ça paraît pas du tout, mais c'est vrai, pareil. Puis d'ailleurs, Robert, quand il est venu, Robert Morin, on a fait le film ensemble à la maison. Lui, il a fait toutes les images. Lui, il est fou, pas à peu près non plus, parce que lui, il est en skidoo à l'autre bout du monde. Moi, au moins, j'étais dans mon studio ou bien au show quand j'ai fait ça. Mais à la fin, on a fini, puis moi, j'ai refait tout le son de son film, tout. Il n'y avait rien. Zéro. Je veux dire, pas zéro, là, mais 1 tu sais. C'était un guide track, là, c'était un micro cheap. Là. Lui, il se concentrait sur l'image, là. Comme la plupart des réalisateurs se concentrent d'abord sur l'image parce qu'ils se disent que le son, on va voir ça après. On va avoir le temps, de toute façon. Puis, ben c'est ça. Puis Robert, il m'a dit quelque chose à la fin, à un moment donné, puis ça résume tout. Je trouve bien l'affaire. Puis on peut passer, peut-être, on peut dire, je parlerai de mon film après. Il m'a dit, hey Martin, je pense à ça. Il dit, tu m'as fait un cadeau. Tu m'as vraiment fait un cadeau. Puis c'est juste ça, parce que c'est un gars très low profile, là, Robert. Il n'est pas quelqu'un qui va aller faire des compliments au monde, tu sais. Puis là, je dis, ouais, c'est vrai. Ouais, j'ai fait un cadeau. Puis le cadeau, c'est d'avoir rempli ces images sans que le monde s'en rende compte. C'est que personne ne sait ça, là, quand j'ai refait au complet. Puis Jean-Marc non plus, personne ne sait ça. On le fait au complet. Tout est refait au complet. Fait que lui, il disait merci beaucoup, parce que dans le fond, il n'y a pas personne, c'est marqué son, là, mais on ne le sait pas, tu sais. C'est une coproduction française, c'était les producteurs de la famille Bélier qui étaient producteurs, qui avaient un coproducteur canadien pour financer boucler le budget du film, puis dans l'engagement de la coproduction canadienne, il fallait faire le son au Canada. Puis, fait que c'est pour ça que c'est moi, c'est à cause du crédit d'impôt. Puis, grâce, plutôt? À cause, grâce, oui, les deux. Toutes ces réponses sont bonnes. Et puis, là, il y a eu 5 personnes qui se sont faites approcher en ville. La réalisatrice a rencontré les 5 personnes, puis après avoir réfléchi, ils m'ont choisi. Fait que c'est comme ça que ça s'est fait. Puis là, après ça, j'ai eu la job. Puis c'était gros parce que c'était comme, c'était un bon film à la base, un bon scénario, mais ça avait été... C'est comme un remake sur le bord de la mer, dans le coin de Boston, à faire de la pêche et tout ça, sourd et muet. Sourd et muet. Mon Dieu, film, sourd et muet. Fait que là, pour le son, c'était incroyable. Mais la personne, elle ne voulait pas grand-chose. Un petit peu comme Jean-Marc. Elle ne voulait pas grand-chose, elle ne voulait pas trop. Less is more.
Less is more. Fait que là, c'était comme, non, 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 je veux rien, là. Il entend pas, le monsieur. Ouais, je sais, il entend pas, mais on peut-tu? Puis là, moi, j'avais appris que quand on cognait quelqu'un qui est sourd et muet, quand tu cognes, toc, 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 tu l'entends. Parce que ça cogne les os. Fait que, tu sais, moi, j'avais comme exploré ce monde-là. Fait que, mais, puis c'est pas grave. Puis j'ai essayé des choses, puis j'ai trippé, puis c'était surtout un film très vrai, réaliste. Il y avait du monde, le bord de la mer, tout ça, c'était touchant. Je savais exactement ce qu'il fallait faire avec ça, là. C'était du Jean-Marc, là, à toute fin pratique. Fait que c'est ça qu'on a fait. Puis après ça, on a fait, mais c'était pendant la COVID. Fait que là, on a fini, elle pouvait pas venir au Québec, finir ça. Fait qu'on a fait le prémix, puis après ça, ils ont fini le film là-bas, à LA, sans moi. Mais on avait fait le gros de la job ici, prémixé ici. Ton film, parle-nous de ton film, parce que c'est dans l'actualité. Ouais. Et après, on terminera avec un extrait de Demolition, les accessoires et les questions. Mais parle-nous de ton film. Ouais. Mais moi, j'ai jamais fait de film dans ma vie, à part quand j'étais à l'université ici, là, tu sais, puis l'autre avant, puis tout ça, jamais, puis il n'y a jamais été question, puis je pense pas que je vais nécessairement trop en faire, là, mais c'est arrivé à la COVID. J'étais, c'était comme dans un moment où est-ce que j'étais plus solitaire, et puis, ça faisait déjà 1 an que j'étais tout seul, un peu tranquille. Puis j'avais le goût de sortir alors que tout le monde rentrait dans les maisons. Puis là, je me disais, je vais sortir avec mes micros. Fait que là, je suis sorti avec les micros au début, juste pour le fun, pendant la COVID, quand ils ont tout fermé. Fait que là, j'allais là, à Place des Festivals, il n'y avait personne. Sainte-Catherine, il n'y avait personne. Puis là, j'enregistrais ça. Puis là, je trouvais ça tellement cinématographique. Je trouvais ça comme incroyable. C'était comme si la ville était un tournage prêt à tourner. Tout ce qui manquait, finalement, c'était... il manquait rien. Dans le fond, il manquait juste un directeur photo, co-réalisateur. Fait que j'ai rejoint mon ami Pierre-Étienne Lessard, qui était à Vancouver à ce moment-là, puis tout ça. Puis je dis, ouais, là, c'est parce que c'est pas mal hot, mais ça serait le fun qu'on ait l'image. On préfère un film, tu sais. Fait que, OK, je reviens dans 2 semaines, on check ça. Puis là, il est revenu. Puis là, on a commencé à sortir. On est sorti 25 jours. On a fait un documentaire, puis le son, c'était notre sujet. Puis là, on a interviewé des artistes du son, on a vécu des expériences sonores. C'est un film de quête, c'est un film qui n'avait pas de scénario, c'est un film qu'on a inventé en le faisant. C'est un film que j'ai financé au complet. C'est moi qui ai payé. Parce que, tu sais, ça vient de Jean-Marc, là, tu sais, c'est ouais, il n'y a pas de money where the mouth is, là, tu sais. Faut comme porter, faut prendre les risques, là. Jean-Marc, il prenait un risque, là, tu sais. Puis moi, c'est donc, le fait de faire un film. Puis là, je me suis dit, on fait un film. Puis on a commencé. Puis on a fait 25 jours. Puis après ça, on a commencé à monter. C'est un film de montage. Fait qu'on a passé une couple d'années en montage avec Alain Barry. Pierre-Étienne et moi, co-réalisateurs. J'étais preneur de son aussi, concepteur sonore, producteur. C'est beaucoup. Mais c'est pas grave, on a réussi. Puis moi, c'était important, c'était de réussir. Parce que je me suis dit, tout le monde m'a toujours dit que c'était pas possible de faire un film avec son argent, puis qu'il n'y a pas d'argent à faire avec ça. Puis que, en tout cas, plein de choses, je me suis toujours fait dire dans ma vie, là, je me suis dit que j'allais vérifier pour de vrai, voir si c'était vrai. T'sais. Fait que pour ça, il fallait en faire un. Il est fini cette semaine. On a fini les sous-titres, là. On a retouché le mix la semaine passée, il y a 2 semaines. Puis il était déjà fini. On avait déjà fait un DCP déjà, parce que nous autres, on est des gens de post-prod, on s'en fout. C'est notre job. Ça facilite les choses quand tu fais un film, quand c'est ta job. Bien, moi, je veux dire, puis Alain Barry, il a la même chose que moi, pareil. Fait que là, on était 2. Comme Marc Côté et Martin Pinsonneau, ça. Marc Côté et Martin Pinsonneau, tu mets ça ensemble, tu peux faire un film avec ça, là. Puis moi, c'est ça que je disais à Marc, c'est « Hey, ouais, Marc, vas-y, go! » Puis Jean-Marc, là, Marc, après ça, il allait à LA, puis il disait à tout le monde, il disait « Regardez ce qu'on fait avec Jean-Marc, regardez. » Puis on avait quand même les résultats pour témoigner qu'on était capable de faire ça à la gang, images et son. Pour recontextualiser, juste Marc Côté, qui était le superviseur des effets visuels de tous les films de Jean-Marc Vallée. Et puis, et donc ça, tu penses que c'est un film qu'on pourra voir quand, sur quel support? Est-ce que tu c'est parce que, tu sais, moi, il y a produire,
OK? Puis distribuer. Ça, c'est deux choses. Moi, c'est une chose que j'ai appris dans la vie, là. Il y a ceux qui font, mais il y a ceux qui vendent. Donc, on est là pour vendre. Fait que, puis il y a ceux qui payent aussi, parce que quand, des fois aussi, ce que je dis aux gens, des fois, c'est, ben moi, je le fais, je ne le paye pas, là. Tu sais, c'est toi qui payes. Tu sais, à un moment donné, il faut répartir la job à tout le monde, puis distribuer un film, c'est une job. Fait que là, on l'a soumis à quelques distributeurs, mais ils n'ont pas le temps, ils sont déjà bookés. Vu que c'est pas subventionné, ben ils n'auront pas de subvention, les distributeurs, puis vu que c'est un système que, finalement, tout le monde se paye en même les subventions, là, d'habitude. Je veux dire, une fois que le film est fini, les gens, ils se sont fait payer, là, y compris le producteur, puis le réalisateur. C'est bizarre, ça. Tu sais, tu fais un produit, il faut que tu te payes avant. Là, c'est comme, non, regarde, c'est pas moi qui fais ton cadeau, là, quand je fais un film. C'est pas moi qui te le donne gratis, là. C'est le client, enfin, qui regarde le film, qui va aller au cinéma, il paye 5$, puis là, le 5$, il est supposé revenir. Mais ça ne marche plus. On a un système en ce moment qui est non fonctionnel. Ça aide pas. Donc, il est fini, et puis... Oui, il est fini. Il est fini, fait que là, il faut que je trouve un distributeur. Puis, c'est ça, film de festival. Tu sais, on va sortir le violon, là, tu sais. D'accord. C'est comme ça, là, je veux dire, à un moment donné, dans les films, il faut choisir un buzz. Il faut créer un buzz. Chaque film, quand on sort, c'est comme une autre chose. Quand on sort un film, ça devient autre chose. Il est fini, le film. Jean-Marc, là, il y avait un truc, d'ailleurs, tu sais, Marie-Julie, j'avais un petit quelque chose, on peut rentrer là-dedans tout de suite. Mais j'avais pris des notes sur le Cut, Print, Thank You, Bye, tu sais. Mais Cut, Print, Thank You, Bye, c'est le sujet, c'est le titre d'un film que Marie-Julie veut réaliser sur Jean-Marc, parce que Jean-Marc, c'était comme une de ses expressions, ça. Cut, Print, Thank You, Bye, puis c'était à la fin qu'il disait ça. Absolument. Tu sais, cut, print, c'est à la fin. C'est genre quand c'était fini, quand il passait à d'autres choses. Puis cut, c'était comme un peu, pas un ordre, mais c'était comme une commande. Il disait à la personne, il dit cut, faut. Ben, c'est cut parce qu'il venait de changer l'image, sûrement. Fait qu'il voulait juste dire au gars, ben, faut que tu fasses la cut. Parce que moi, j'ai fait une cut. Fait que toi, j'ai fait une cut, tu fais une cut. Print, ça voulait dire que c'était fini après. Parce que c'est comme, c'est beau, tu peux le finir. Puis thank you, bye, ben là, thank you, bye, ça, c'était la politesse. Et puis le bye, ben c'était la fin du email. Fait que cut, print, thank you, bye, il disait ça au moment que c'était fini, tu sais. Ce qui était finalement à la toute fin. Puis c'est pour ça que quand il est décédé, ben c'est comme quelque chose qui est un peu resté parce que, si en quelque part, ses enfants, Émile et puis Alex, ça est tout de suite revenu en esprit, ça, tu sais. Mais il y a aussi Cut, Print, Thank You, Bag, c'est mettre dans la canne. Au cinéma, c'est qu'à la fin, on veut mettre ça dans la canne. J'ai pris en note, tu sais. Cut, Print, Thank You, Bye, là, c'est le réalisateur qui dit « Merci beaucoup, ça a été très agréable, mais c'est terminé. » Jean-Marc était capable de faire ça, tu sais. Passer à autre chose. On va prendre les questions. Ouais. Est-ce que vous avez des questions à poser à Martin Ouais, allez-y, dans la salle? N'hésitez pas à vous exprimer. HBO, c'est Big Little Lies. Dans le fond, c'est là que ça s'est fait, le lien. Puis c'est Reese Witherspoon puis Nicole Kidman qui étaient probablement déjà attachés à ce projet-là. Moretti, puis je pense qu'il y avait aussi David E. Kelly, qui est à peu près, je veux dire, un des plus grands écrivains de télé-cinéma des États-Unis des 30 dernières années, là. Fait que c'est eux qui avaient comme démarré le projet. Puis Jean-Marc s'est fait approcher parce qu'il avait tellement fait une bonne job avec Dallas, avec Matthew, que Matthew a dit à Darius, « Faut que tu prennes ce gars-là, tu sais. » Puis c'est un peu ça qui est arrivé, puis après ça, il est allé vendre sa salade, tu sais. C'est pas donné d'avance, tu sais, puis j'ai préparé aussi tout plein de choses. C'est bien beau, Jean-Marc, tout ça, tu sais, tout ce qu'on a parlé, mais comment il faisait pour que ça marche? C'était aussi beaucoup la business, l'affaire. Il était bon au business, puis j'ai pris des notes, tu sais, mais ça, il y a de ça, il était bon là-dedans. Il avait le tour. Fait que les gens, ils aimaient ça, puis il était charmé par comment est-ce qu'il voyait ça. Puis en plus, lui, il s'occupait de tout. C'était le fun, mais des fois, les producteurs, ils n'aiment pas ça quand un réalisateur s'occupe de tout. D'habitude, ça ne tient pas longtemps, ça. Mais lui, il était correct parce qu'il contrôlait le processus.
la salle de montage était dans sa maison. Puis il n'y a rien qui sortait si lui n'était pas d'accord. Mais ça, il n'y a pas personne qui est comme ça dans la vie, là. Même Spielberg, là, ne fait pas ça, là. Tu sais. Puis lui, ben pourquoi il faisait ça? C'est parce que c'est à cause que Marc existait, Marc Côté, Fake Studio. Il a installé le setup chez eux. Puis Marc, moi, puis Jean-Marc, on était comme un peu dédiés l'un à l'autre. Ben moi j'étais dédié à lui. Pas lui envers moi, mais tu sais, mais on était tous un peu dévoués à cette cause-là. Fait que, tu sais, quand les gens se rendaient compte de tout ça, puis que ça coûterait moins cher, parce qu'il y avait crédit d'impôt, puis tout ça, parce que Marc, il finançait aussi tout ça. Au début, c'était pas oui, là. C'était comme... Au début, ça, j'avais mis, c'est qu'au début, c'est Jean-Marc qui signait son contrat de réalisateur, dans lequel c'était marqué qu'il montait son show. Ça avait l'air pas trop pire jusque-là, tu sais, fait que les gens signaient. Puis là, le jour d'après, Marc Côté, il appelait, puis il disait « Hey, vous voulez faire du montage avec Jean-Marc Vallée? C'est moi qui s'occupe du montage. » Fait que c'est avec moi que vous parliez. Puis, ah oui, en passant, il n'est pas facile, hein? Fait que ça va prendre notre équipe, puis il aime ça de même, il aime ça ci, il aime ça de même. Ah non, 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 on ne fera pas ça de même, il ne veut pas. Puis là, on réussissait finalement à faire un autre contrat après son contrat réalisateur. Il faisait le contrat qui s'appelle le Post-Production Agreement. Ça, c'est Marc qui signait ça, Fake Studio. Pas Jean-Marc, c'était Marc. Puis là, le Post-Production Agreement, lui, là, il régissait toute l'affaire au complet jusqu'à ce qu'on leur donne dans les mains, tu sais. C'est là qu'on savait que ça marchait. C'est à partir du moment que Marc avait réussi à faire signer un Post-Production Agreement. Puis à partir du moment où il y avait ça, bien après ça, on pouvait fonctionner. Tout le monde était d'accord, puis on arrivait avec le résultat. T'sais. Mais ça prenait tout ça pour que ça marche, là. T'sais. Puis c'était pas oui au début, là. Comment on peut le faire, là? C'est non, ça ne marchera pas, là. On ne veut pas, là, tu sais. Demolition, pas facile. On est allé finir à Los Angeles, Demolition. Ils ne voulaient pas, là. Puis d'ailleurs, je ne sais pas si on va le temps, mais la fin de Demolition, ils voulaient Charles Aznavour. Ils voulaient son Charles Aznavour dans sa toune de film américain. Les Américains, ils étaient comme « Who is Charles Aznavour? » We don't know. Puis là, il était 8, puis 7, 8 dans le studio de mix à dire « Ouais, bien là, on peut-tu, moi aussi, Charles Aznavour, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Puis là, qu'est-ce qu'on peut faire? » Puis là, il restait plus de temps. C'était fini. Puis là, eux autres, ils questionnaient Charles Aznavour. La bohème. Puis là, Jean-Marc, c'était « Ouais, bien, vous m'avez engagé, je suis bon là-dedans en musique, c'est ça ma job. Fait que vous devriez être content. » Puis là, après ça, il continuait les arguments. Puis là, c'est comme « Hey, t'es-tu Marty Scorsese, toi? » « Non? OK, bien, c'est beau, laisse faire. » Puis il continuait, tu sais, c'était « Ouh, tabarnak! » Puis là, après ça, il n'a pas réussi à les convaincre. Puis là, à un moment donné, il dit « OK. Tomorrow, I want my editing room here. I'm going to check with you every cut I've tried, and you'll notice, as just as me, that Charles Aznavour is the key. Ah, OK, we'll do that. Puis là, toute la gang s'en vont, ferme la porte, Jean-Marc se retourne contre nous, puis il dit « Faites-vous-en pas, là. Il dit, je vais leur montrer ça, j'ai toutes mes tunes, là, ils vont le voir, puis ils vont s'en rendre compte comme moi que finalement, ça va être la tune de Charles Aznavour, puis ça va être ça. » OK, good. Nous autres, on était là, yes. Mais on avait hâte au lendemain, tu sais. Fait que là, le lendemain matin, il arrive toute la gang, la petite cochon, la petite salle de montage. Il était 15 dans le corps de porte. Puis nous autres, on était dans le studio de mix. Puis là, il passe les tunes, puis il essaie, j'essaie celle-là. Après 20 minutes, ils se sont bien rendus compte qu'ils ne changeraient jamais d'idée. Puis là, c'est comme, OK, well, we've tried everything. OK, thank you, bye. Boum. Mais sauf que moi, là, puis la gang, là, on l'a vu aller, là, on a fait comme, comment il a pu se tenir, respect, il n'a pas quand même envoyé chier personne, puis c'est un producteur qui demandait d'enlever une toune, là, puis il a réussi à garder, dans le sourire. Ouais. Puis le fait d'avoir les tounes en montage, ça, c'est un gros plus, parce que tu peux monter avec la toune. Puis c'est celle-là qu'il va avoir à la fin, fait que ça marche, tac. T'sais? Fait que ça, c'est un gros plus que Jean-Marc avait quand il a décidé de mettre des tunes. Puis, fait que, ouais, c'est ça. Ben, je pense qu'on peut conclure avec ça. Merci, ça fait plaisir. Yeah. Et puis bravo. Ben, si vous voulez poser des questions à Martin en privé, si vous voulez vous approcher de la table pour qu'il vous montre les accessoires qu'il a ramenés, qui viennent des films de Vallée, n'hésitez pas.
Merci Thibaut. Parce qu'à chaque film, on avait comme un petit souvenir qu'on se gardait, comme si ça prenait un petit trophée. Tu sais, comme si une fois qu'on a fait tout ça, il fallait... Puis c'était cru des fois, tu sais. Ça, c'était comme Dallas, là. Puis c'était marqué « Fuck that comfort zone shit ». Tu sais, Dallas Buyers Club, tu sais. Fait que comfort zone, lui, c'était comme... Il fallait sortir de la comfort zone. Nous. Mais lui, il restait dedans, des fois, à la sienne. Mais sa comfort zone, lui, c'était tout seul devant sa... Sa comfort zone, c'était là. Mais devant nous... Donc ça, c'est les trophées des films ça, en question. puis j'avais aussi un T-shirt dans Demolition. Dans Demolition, il y a une phrase qui dit « Fuck is a great word ». Bon, on vient souvent avec les mêmes thématiques, là. Mais fuck is a great word. Puis ça, j'ai appris avec le temps que fuck, qu'est-ce que c'était. Puis c'est Jean-Marc qui m'a montré qu'est-ce que fuck, ça veut... Qu'est-ce que ça fait quand tu dis « fuck you » à quelqu'un. C'est fuck, là, tu sais, c'est vraiment un rejet. Ça, c'est un autre truc que j'aurais aimé aborder. Pour moi, c'est un gros rebelle, un grand rebelle, Jean-Marc. J'en suis un aussi. Puis il était quelqu'un de rebelle. Puis je trouve que dans sa cinématographie, on voit ça tout le long. Côté rebelle, genre rock, genre je vois là. Moi, on sait que, pour avoir travaillé pas mal dessus, que Jean-Marc Vallée s'était beaucoup reconnu dans Jake Gyllenhaal, qu'il l'avait vu comme son... un alter ego filmique dans ce film, que Demolition est un film qui est devenu très personnel par la force des choses. Puis moi, mon idée, c'était comme Jean-Marc Vallée était quelqu'un qui produisait beaucoup ses films, on l'a déjà dit plusieurs fois, à partir d'une playlist, à partir de musique rock qui l'inspirait pour écrire, pour mettre en scène. Et puis ça, c'est vraiment presque dans le film un témoignage de cette idée. Moi, je m'étais dit, en voyant ces deux séquences, là, je dis, mais on dirait j'ai l'impression qu'il a vu le clip de The Verve, A Bittersweet Symphony, que tu peux passer là pendant que je parle, et puis que c'est un clip qui est beaucoup tourné à la fin des années 90, puis consciemment ou inconsciemment, il a dû reproduire ça au milieu de son film, puis mettre un peu de lui, mélanger un petit peu avec l'inspiration, puis je pense il faisait comme ça, de manière générale. Ça, c'est The Verve, Bittersweet Symphony. Puis on termine là-dessus. Mais pour lui, c'était du collage aussi. Il jouait. Le DJ en lui superposait les trucs, mettait ça à l'envers. C'est intéressant, cette comparaison-là. C'est un gars qui était... C'est cru, il est simple. Il y a quelque chose de simple. Jean-Marc était dans la simplicité aussi. Puis je pense que ça, il a réussi à me convaincre. On a eu des différends. On a eu un différent artistique, parce que moi, j'aurais aimé ça des fois en faire un peu plus, mais je trouvais tellement que ce qu'il faisait, ça marchait, que j'acceptais aussi, parce qu'il reste qu'il a quand même prouvé son point, là, qu'en faisant moins, ça touche plus. Parfois plus que si on essaie d'en faire trop. Puis moi, j'ai appris beaucoup de ça, de ne pas en faire trop. C'est comme trop, c'est comme pas assez, là, c'est clairement ça, là. C'est un bon point final, parce que sinon on va en faire trop. Et puis merci d'être resté.